à chacun d'entre vous et une bienvenue particulière à messieurs les ministres qui sont avec nous, tous les élus qui sont aussi parmi nous, tous les représentants des différentes institutions et puis tous les acteurs ici de la RSE. Alors, pourquoi on est venu à ce forum? Je pense que pour la plupart d'entre nous, on se pose peut-être des questions. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ou qu'est-ce qu'on est venu apporter à ce forum? Comme je le dis dans l'édito, que vous pourrez lire ou ne pas lire, mais nous, en tant qu'Homo sapiens, nous avons fait entrer la planète dans une nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'impact global significatif de nos activités humaines sur l'écosystème. L'anthropocène. Il faudra qu'on s'habitue à ce terme de plus en plus pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pour faire bref, c'est le moment où on commence à faire n'importe quoi sans s'occuper du devenir et des conséquences, sans intégrer l'impact environnemental. Alors, les idées, on cherche des idées pour pallier à ces problèmes-là. L'idée principale, c'est de comment on va prospérer tout en préservant les ressources. Où aujourd'hui, on dit souvent, il faut faire plus avec moins ou faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Et ça devient très difficile parce qu'il y a une explosion démographique. Cette explosion démographique, elle entraîne une explosion de la consommation. Et on tape bien sûr dans les ressources dites fossiles. Et tôt ou tard, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à un enjeu économique majeur, à un enjeu environnemental majeur, un enjeu sociétal majeur? Alors, à cette problématique, il y a quand même des réponses. Et ça passerait principalement par l'innovation, par la remise en question aussi de nos modes de fonctionnement, une évolution rapide, il faut aller très vite, voire une révolution de ces modes de fonctionnement et surtout de nos modes de consommation. Alors la RSE, vous le savez et vous l'avez deviné, elle fait partie intégrante de ces moyens et c'est un effet levier extraordinaire pour mettre en avant ce qu'on appelle aujourd'hui le cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau, ou créer et recycler à l'infini, l'économie de la fonctionnalité, la sobriété heureuse ou encore l'économie circulaire. Donc il faut considérer aujourd'hui de plus en plus le déchet comme une ressource. Cette voie, que je pense être une voie royale, cette direction incontournable pour inverser cette phase de l'anthropocène, c'est la RSE. Alors peu importe chacun d'entre nous, à titre individuel, ou dans nos entreprises, ou dans nos institutions, peu importe l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la direction que nous sommes en train de prendre. Et quel que soit le lieu, la direction, si elle nous élève vers la RSE, vers cette attitude, vers ce comportement, alors ça peut être gagné. Et donc, juste pour conclure, je dirais, si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est qu'il y a sûrement une étincelle en nous, sûrement une sensibilité, un appel à un meilleur équilibre, une certaine volonté, non pas d'être passif, mais d'être un acteur de la RSE, de cette marche en avant, pour, sans faire dans le Boy Scout, mais léguer demain à nos générations futures un cadre où il y aurait un peu plus de quiétude. Donc je formule mes vœux pour que cette journée soit une journée riche d'idées nouvelles pour chacun d'entre nous et surtout du désir de contribuer dans notre sphère d'influence à faire bouger les lignes par une plus grande, une meilleure réactivité. Et à titre personnel, je vois un avenir magnifique dans un monde incertain si nous nous attachons à ces valeurs, voire vertus de la RSE. Je voudrais paraphraser Kimball qui disait « Sème une pensée, tu récolteras une parole. Sème une parole, tu récolteras une attitude. Sème une attitude, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un mode de vie. » C'est notre manière de vivre à titre individuel qui fait la différence. C'est notre résolution de mettre en pratique ce que nous savons être juste qui fera la différence. Cela commence avec nous. Très belle journée à chacun d'entre vous. Merci. Merci. Vous comprenez pourquoi il est notre président et pourquoi il porte tout ce qu'on fait. J'ai le plaisir d'accueillir Patrice Russac, qui est directeur régional d'IREPACA, qui représente le préfet de région.
Ça doit marcher. Bonjour à toutes et à tous, messieurs les ministres, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents, mesdames et messieurs les élus, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. Monsieur le préfet de région a été retenu par d'autres engagements et du reste, je dois m'excuser auprès de vous puisque je vais essayer de le rejoindre très rapidement, ce qui explique cette inversion de prise de parole. Mais il n'a pas pu être des nôtres, alors que l'an dernier, il avait activement participé au forum. Et il m'a chargé de le représenter, ce que je fais vraiment avec un réel plaisir, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Je ne peux que me féliciter de la tenue pour la 3e année consécutive de ce forum RESET, initiative nationale, sur la thématique RSE et PME à Marseille. La tenue de ce forum n'est pas pour moi un aboutissement de quelque chose, c'est au contraire un marqueur fort du travail accompli, et qui se poursuit sur le sujet depuis des années dans cette région, avec les partenaires institutionnels que sont les chambres consulaires, la région, les différentes composantes de l'État, mais en premier chef, ce sont les entreprises et leurs représentants que je voudrais saluer. Le rôle des pouvoirs publics en la matière est de donner une impulsion et un environnement favorable à des sujets stratégiques pour nos entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises en est un évidemment, et constitue une politique transverse forte, portée entre autres par les ministères du Travail, celui de l'économie, celui de la transition écologique et solidaire, et celui de la cohésion des territoires. Alors, je n'ai pas vérifié ce matin, mais je pense que ça n'a pas changé dans la dénomination. Au niveau national, l'État a légiféré depuis bien longtemps et depuis plusieurs années, en exigeant finalement un reporting extra-financier des entreprises envers leurs actionnaires, suivant cela les orientations de la Commission de l'OCDE, qui aujourd'hui ont tous adopté cette obligation, et depuis les lois le Grenelle II en 2013, toutes les entreprises de plus de 500 salariés cotés ou pas y sont assujetties. Ces obligations sont certes obligatoires pour le monde économique, mais je pense que ces obligations ne sont pas forcément bien reçues par l'ensemble du domaine économique. Et c'est là que la RSE prend tout son sens et toute sa place. En effet, il s'agit d'une démarche volontaire, et j'aimerais insister là-dessus, qui permet à l'entreprise qui s'y engage à se démarquer de ses concurrents et aller au-delà de la réglementation en matière sociale et en matière environnementale. C'est là l'enjeu de la RSE. Et ces entreprises qui s'engagent et qui ont pris ce véritable chemin de projet d'entreprise nous permet de constater qu'à travers leurs témoignages, quasi unanimes, il y a des retombées positives sur leurs résultats économiques et donc sur leur capacité à générer de la valeur et de l'emploi. Parallèlement, elles y trouvent un avantage sur leur climat social, leur impact environnemental et sur leur image tout court. Pour accompagner cette dynamique, le Premier ministre a décidé en 2013 la création auprès de lui d'une plateforme, une plateforme nationale RSE animée par France Stratégie, qui permet à tous les acteurs concernés sur ce sujet et les représentants patronaux, consulaires, syndicats et pouvoirs publics de travailler ensemble. Cette plateforme partenariale a défini une feuille de route dense pour les prochains mois et de nombreux sujets qui vont être traités dans les ateliers seront bien sûr évoqués. Je profite d'ailleurs de cette tribune qui m'est offerte pour saluer M. Bonmaury, secrétaire général de cette plateforme nationale, dont Hélène Valade est la présidente et qui interviendra, je pense, au cours de cette introduction. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons essayé de décliner le sujet et depuis 2013, nous avons monté une plateforme régionale qui s'appelle RS Tank et qui associe les différentes parties prenantes dans cette réflexion globale. Et avec l'appui du préfet Cadeau, que j'ai eu le plaisir de servir, on a lancé un renforcement des partenariats institutionnels dès 2014 sur cette réflexion de la RSE. À ce titre, une convention cadre partenariale a été établie entre la région, l'ADEME, la CCI de région, l'État, représenté par l'Adréal et la Directe, et plus récemment, nous a rejoint l'ACMAR, la Chambre des métiers et de l'artisanat régional. Pour aller plus loin, ce partenariat entre les deux plateformes nationales et régionales a été proposé dans un courrier récent, il y a quelques mois. Et je formule le vœu que cette initiative puisse être reconnue comme le fait que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région qui anticipe et qui soit territoire d'expérimentation sur de nouveaux concepts innovants en matière de RSE. Je pense que c'est important et ça nous permettra d'avancer vraiment dans le bon sens.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, ce partenariat s'est aussi concrétisé sous la forme d'un outil d'accompagnement dénommé Parcours performant et responsable en PACA. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de remettre les prix et je dois dire que c'est une initiative qui a permis d'entraîner près de 250 entreprises de la région sur ce chemin et a permis d'en sensibiliser plus de 2000. On le voit, les enjeux sont colossaux et il faudra certainement poursuivre. Comme chaque année, l'État s'est fortement impliqué pour la réussite de ce forum, dont la thématique « Local is Beautiful » est particulièrement d'actualité pour notre région. Interviendront notamment lors de ce forum Madame Loriot, que je tiens à saluer, qui est la chef de la délégation du développement durable du ministère de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Pellouzet, que nous avons vu tout à l'heure, qui est médiateur national des entreprises au sein du ministère de l'économie et des finances, et par ailleurs, un bon nombre de collaborateurs à la fois de la Directe et de l'Adréal seront là pour participer avec vous aux différents événements programmés. Je ne peux évidemment terminer mon intervention sans saluer chaleureusement M. Faudin, président de la RSE Innovation France, qui organise ce forum, et M. Girard, son directeur, ici présent, qui est à l'origine et qui organise aussi les trophées régionaux de la RSE. Ils œuvrent tous les deux en quotidien pour que cet événement phare annuel porte au plus haut les couleurs d'un véritable développement durable des entreprises en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite de fructueux échanges et m'excuse encore de devoir vous quitter pour des raisons impérieuses de préfecture. Merci. Merci beaucoup, merci. David Géant, vice-président de la commission emploi et économie au Conseil régional, qui représente Renaud Muselier, président du Conseil régional, qui est au salon du Bourget. Exactement, et comme il est difficile d'être partout, il m'a chargé d'excuser son absence et de le représenter, ce que je vais modestement essayer de faire. Permettez-moi. Vous êtes aussi le monsieur RSE. Alors, oui, on peut me qualifier comme ça, oui. Voilà. Pas que, hein, heureusement. Permettez-moi tout d'abord de saluer certaines personnes qui sont présentes. Monsieur Russac, qui était présent jusqu'à maintenant, exactement, représentant de la Directe et représentant du préfet. Monsieur Vasseur, ancien ministre et haut commissaire en charge de la revitalisation des Hauts-de-France. Monsieur Brice Lalonde, ancien ministre, coordonnateur exécutif de la Conférence des Nations Unies. Monsieur Lacroix, cher Alain, président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Et Monsieur Motte, vice-président du MEDEF et président régional du MEDEF Hauts-de-France. Sans oublier Madame la députée nouvellement élue. Bienvenue dans le monde des élus de proximité. Alors, vous saluez bien sûr toutes et tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, que j'imagine nombreuses et nombreux. C'est un plaisir pour moi de représenter Renaud Muselier et l'ensemble de l'exécutif régional lors de ce forum Reset et cette assemblée plénière de lancement de ce forum, parce que c'est une véritable vitrine nationale de la RSE et l'occasion de mettre en avant des modèles économiques innovants. Pourtant, les choses avaient extrêmement mal commencé, je tiens à vous le dire, lorsque j'ai pris connaissance du thème de cette année. Local is beautiful, changeons le monde de l'intérieur. Mon esprit s'est immédiatement arrêté sur la première partie. Local is beautiful. Nous voilà déjà face à une contradiction de taille. Et je n'aime pas les contradictions, les paradoxes. J'ai donc creusé. S'agit-il justement d'une contradiction volontaire, d'une figure de style asémantique? S'agit-il d'un acte manqué? La question peut se poser. Mais toujours est-il qu'invoquer, évoquer ou espérer la consommation locale dans la langue de Shakespeare, c'est quand même très paradoxal et ça ressemble à s'y méprendre à une provocation d'une obscure clarté. Anyway, comme disent nos amis british. La langue universelle pour rappeler l'unicité de chaque territoire. Idée saugrenue à première vue, mais pas tant que ça si on se penche sur le sujet. Elle incite même au questionnement sur ce que nous voulons vraiment et à nous poser une première question. Faire le choix du dogmatisme ou de la réflexion. Dans le premier cas, continuons à parler aux arbres en espérant que ça ralentisse l'essor de la mondialisation. Si l'espoir fait vivre, l'excès d'illusion n'est généralement pas très bon pour la santé. Et puis, on a le deuxième cas, c'est le cas de la réflexion, de tous ceux qui sont présents aujourd'hui, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire avancer les choses. Et parce que je n'ai d'ailleurs jamais vu personne qui se revendique de lui-même comme étant dogmatique. C'est extrêmement rare. La réflexion, donc, elle force d'abord au constat que les choses changent. Les rapports de force entre les grandes puissances et la place de notre nation dans le monde, le climat, le rôle de la religion, les modèles sociaux, l'entreprise, bref, tout. Et penser que nous pourrions stopper cela est, au mieux, un manque d'humilité chronique, au pire, une lourde pathologie d'ordre mental. Et je pèse mes mots. Les choses ont toujours changé, depuis la nuit des temps. La seule chose nouvelle, c'est la rapidité avec laquelle ces changements s'opèrent aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que nous sommes impuissants à stopper ce changement que nous devons rester les bras croisés. Bien au contraire. Ce que nous pouvons et devons faire,
c'est essayer de tirer notre épingle du jeu. Éviter la confrontation directe dans les domaines trop concurrentiels et jouer la carte de la différenciation locale pour faire de ces changements un levier de développement, à la manière du judoka qui se sert du poids de son adversaire pour le faire tomber. Montrer notre différence pour en faire une force. Ne pas être dans l'opposition ou la contrainte systématique au changement, mais le guider en montrant l'exemple. Valoriser nos atouts. C'est là qu'on passe à la seconde partie du thème, changer le monde de l'intérieur. La boucle est donc bouclée, mesdames et messieurs. Et quant à le faire de façon responsable, bien sûr. Mais comment pourrait-il en être autrement ? J'ai du mal, à titre personnel, à trouver des entrepreneurs irresponsables ou qui n'ont pas d'implication sociétale. C'est le fondement même de l'esprit d'entreprise. Créer et partager la valeur, associer son prochain, transmettre son savoir. Le plus performant vecteur d'intégration dans notre société, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est l'entreprise qui le crée. C'est la raison pour laquelle le Conseil régional soutient activement la RSE, et donc le développement économique dans nos entreprises, de façon partenariale avec les acteurs de l'économie locale, comme l'État, l'ADEME, la Chambre de commerce ou encore la Chambre des métiers de l'artisanat. Au travers, notamment, M. Russac en a dit quelques mots, du parcours performant et responsable en PACA, qui est un véritable guichet unique de la RSE au niveau régional, qui permet aux entreprises de bénéficier d'une gamme d'outils adaptés à leurs besoins. Ou encore par l'animation d'une plateforme régionale de la RSE, le RS Tank, on en a parlé aussi. C'est un vecteur de diffusion de la dynamique RSE et de la thématique au sens large, afin que, enfin, la RSE soit vue comme un levier de croissance et non comme une contrainte. Vous en êtes tous convaincus ici, mais dehors, croyez-moi, ça n'est pas malheureusement le cas de tout le monde. Mais il reste encore beaucoup à inventer. Alors profitez de ce forum pour confronter vos idées, pour échanger, pour co-créer, et montrez-nous le chemin pour faire de notre région une référence mondiale. Et alors là, oui, local will be beautiful and even more here. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et Gilles Bonmary, on vous a cité tout à l'heure. Donc vous êtes secrétaire national de la plateforme nationale de la RSE rattachée au Premier ministre. Vous êtes venu nous voir, donc ce qui nous fait plaisir, parce que ça veut dire que ce qu'on fait, ça commence à bouger. Vous nous dites 2 mots ? D'accord, 2 mots. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un moment important. Enfin, ce forum est important. Il est installé maintenant depuis 3 ans dans l'agenda national des acteurs de la RSE et pour la plateforme RSE, dont le rôle est de produire du consensus. Des moments, enfin, pour faire du consensus, il faut des débats, il faut mettre tout le monde autour de la table et il faut avoir des objectifs communs. Ce que je veux souligner, c'est que ici, nous sommes très nombreux à être d'ailleurs membres de la plateforme RSE. Donc, j'en salue bien sûr les membres présents à différents titres. Mais ici, à Marseille aussi, on voit une volonté commune des acteurs. Je salue notamment les institutions publiques qui se sont présentées, qui partagent une volonté commune de faire avancer un modèle régional, mais aussi bien sûr national, européen, d'entreprise responsable. Et ça fonctionne parce qu'il y a des moments où tout le monde se retrouve, tout le monde débat de ces sujets-là et produit du consensus. Effectivement, comme cela a été dit, la plateforme nationale a été sollicitée par les acteurs marseillais pour travailler ensemble. La plateforme nationale a constitué un groupe de travail sur les questions territoriales de la RSE, dont l'une des rapporteurs est d'ailleurs ici présente pour la CCI France. Et c'est important pour nous, évidemment, de travailler sur ces questions-là avec les acteurs qui font depuis longtemps et qui font bien. Ils sont plusieurs et à Marseille, ils sont effectivement présents. Donc nous saurons trouver un moyen de travailler ensemble utilement. Merci beaucoup. Merci à tous. Et enfin, je salue, je voulais vous expliquer que cette plénière, elle est retranscrite directement sur YouTube, donc on peut la voir sur Internet. Donc tous les ateliers sont filmés aussi, donc vous pouvez tous les retrouver. Et donc ça veut dire que non seulement, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui là dans la salle, mais vous étiez prévu à peu près 400, plus tous ceux qui vous regardent aussi. Voilà. Et personnellement, je suis très heureux d'accueillir aussi Madame la députée. Ça fait du bien d'avoir des politiques qui s'intéressent à ces sujets-là, et en plus la nouvelle vague. Donc on espère que vous allez porter très loin la nécessité de poursuivre ça, sachant qu'au gouvernement, il y a M. Castaner, qui était l'élu du conseil régional à l'économie, et qui était intéressé par les RSE. Il y a Françoise Nyssen, qui est un trophée RSE aussi de notre région, avec Actes Sud. Donc on a des gens, normalement, au gouvernement, qui sont piqués à la RSE, donc qui en est de plus en plus. Et merci aussi à David Géant, que je ne connaissais pas, qui a l'air aussi bien piqué. Donc ça fait plaisir d'avoir tous ces gens qui vont donner l'élan, parce que nous on essaie de faire, mais si on n'a pas des acteurs derrière qui suivent et qui nous appuient comme sont les institutions aujourd'hui, on ne pourrait rien faire. On y va, on attaque. Je vous présente mes invités. Donc on commence par Frédéric Motte. Vous êtes vice-président MEDEF, chargé des territoires, président régional du MEDEF Hauts-de-France, et vous êtes aussi PDG de Cèdre Industrie, 17 PME régionales dans la fabrication de process pour les grands donneurs d'ordre, représentant 6 salariés et réalisant 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. 600 salariés, pas 6, on avait dit.
600 salariés, réalisant 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez accompli 3 mandats de maire dans votre ville natale de Beaucamp-Ligny. C'est clair ? Jusque-là, tout est vrai. Dites-nous plus sur Cèdre, qu'on comprenne. Et pareil, on voit la différence aussi entre des hommes institutionnels et des gens qui sont dans l'action. Je peux vous dire que quand je l'ai appelé, il répond sur son portable, il ne me demande pas 15 000 fois où il va être, à quel moment il va être, à quel moment il va parler. Voilà, donc c'est chouette. Allez, je crois, la légitimité pour s'engager justement dans un mouvement patronal, c'est d'être soi-même entrepreneur. Et donc le petit groupe que j'ai constitué en démarrant de zéro, en reprenant des entreprises au fil du temps, ça a été d'apporter une offre globale aux grands donneurs d'ordre qui veulent moins de sous-traitants plus globaux. Et donc notre métier, c'est de dessiner, puis après de construire en atelier, d'installer les chaînes de fabrication des usines. Donc je prends souvent l'image, peu importe que Renault produise 1 ou 1000 méganes par jour, il a besoin d'une machine qui va souder le phare, découper le capot, etc. Ça, c'est notre métier. Et pour faire le lien avec le forum d'aujourd'hui, la RSE est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me mobilise et auquel je crois beaucoup. Et on a racheté donc un certain nombre d'entreprises. Et à chaque fois, c'était des entreprises qui fonctionnaient bien. Donc nous nous sommes dit, pourquoi casser une machine qui va bien ? Et ces entreprises, elles sont implantées dans des territoires, elles vivent avec leur écosystème. Et donc, à chaque fois, nous avons gardé les équipes, nous avons gardé les locaux, nous avons gardé le nom de ces entreprises, mais elles sont toutes sous ce chapeau Cèdre Industrie. La seule chose qui changeait, c'était la couleur de leur logo pour qu'il soit vert et bleu. Comme ça, il y avait une certaine unité. Merci. Alain Lacroix, vous êtes membre du comité directeur de CCI France. Vous représentez aujourd'hui le président de CCI France, Pierre Goguet. Vous êtes président de CCI PACA. Et vous aussi, vous étiez un homme d'action puisque vous étiez président des caisses d'épargne régionales ou corse ou je ne sais pas jusqu'où ça allait. Je vais peut-être préciser. Voilà, préciser. Et dites-nous aujourd'hui, CCI France, ça représente quoi exactement ? Alors d'abord, je suis président de la CEPAC, c'est la caisse d'épargne, donc CEPAC, qui couvre tout le territoire de Provence, la Corse, comme vous l'avez précisé, mais aussi tout l'outre-mer, donc les Antilles, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Alors, CCI France, c'est en fait l'organe, l'organe central qui chapeaute l'ensemble des CCI avec une construction à 3 étages. D'une part, donc, les chambres de commerce territoriales, et puis ensuite les chambres régionales, et enfin CCI France. Et quand on est président de la chambre régionale, on a vocation, comme vous venez de l'indiquer, de siéger au comité directeur donc, de CCI France, ce qui m'amène aujourd'hui d'avoir la lourde tâche de représenter Pierre Goguet, le président de CCI France. Très bien, merci. Philippe Vasseur, alors vous êtes ancien ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et député. Vous avez été directeur de la rédaction économique du journal Le Figaro, rédacteur en chef du quotidien économique Les Échos, responsable des informations économiques et sociales sur TF1. Vous êtes aujourd'hui président du World Forum de Lille, haut-commissaire à la réindustrialisation des Hauts-de-France et à l'origine du lancement de la 3e révolution industrielle du Nord-Pas-de-Calais. C'est une démarche que vous avez initiée en 2013. En quelques mots, le World Forum, c'est quoi et c'est quand puisque nous, on va être partenaire aussi du World Forum de Lille. Oui, et tout est lié. Hein. Et entre-temps, effectivement, j'ai aussi été banquier et président de chambre de commerce. Comme ça. Non, mais histoire de compléter un peu. Hein. Excusez-moi, il n'y avait plus de place. Il y avait plus de place. Non, mais c'est pour expliquer, disons, le lien avec le monde économique et le monde politique, qui est une des caractéristiques qu'on essaie de développer. Le World Forum, c'est quoi ? Il y a dans cette région qui est la mienne, un vieil ADN. Ça a été une grande région industrielle, qui est un ADN, disons, de responsabilité sociale. Et c'est pas un hasard si Frédéric, qui est à côté de moi, porte ça en lui. Il est fils de brasseur. Et déjà, dans cette industrie-là, on se proposait un certain nombre de questions. Ils ont créé, j'y étais pour rien, en 1993, en 93, comme on dit près de chez nous, un mouvement qui est un mouvement d'entrepreneurs engagés dans la RSE, déjà à l'époque, 93. Moi, j'en ai pris la présidence en 2005 et m'est venue l'idée de lancer une manifestation internationale, précisément pour montrer que la RSE, finalement, ce n'était pas quelque chose qui se jouait dans une région, ni même au sein d'un territoire national, mais qui était une tendance qu'on retrouvait dans différents pays du monde, y compris les plus improbables. On a créé ce forum. Nous en serons à la 11e édition le 17, le 18 et le 19 octobre, avec une caractéristique qui est d'avoir relativement peu de Français et beaucoup d'internationaux. Et cette année, on aura même un focus particulier sur l'Afrique,
Nous, on a tendance à voir l'Afrique avec nos yeux d'anciens colonialistes, alors qu'il s'y passe des choses absolument phénoménales, dont on peut tirer des leçons. Et donc, à chaque fois, c'est notre ADN, notre façon de faire les choses, c'est de montrer des expériences qui ont réussi. Voilà. Le but, c'est de montrer qu'il se passe des choses. C'est pas de dire vous devez faire de la RSE parce que c'est bien et que c'est joli. C'est de montrer que des entreprises se créent ou se développent en incluant la RSE dans leur core business et que ça leur permet même de développer leur activité. Très bien, merci. Romain Ferrari, alors vous êtes PDG, directeur général de Serge Ferrari, 730 collaborateurs, 158 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous étiez venu il y a 5 ans. Quand on cherchait un type qui faisait un peu quelque chose de différent que les autres, etc., vous étiez là. Je me rappelle que tout ce que vous aviez dit, ça avait été plébiscité. On cherche encore des gens qui font des choses et on retombe encore sur vous, malheureusement. Et on est encore obligé de vous inviter parce que vous avez encore plein de belles choses à nous dire. Alors, on va aller voir toutes ces belles choses, mais là, expliquez-nous juste qu'est-ce que c'est l'activité de Serge Ferrari. On est une entreprise hybride puisqu'on est une entreprise de taille intermédiaire. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, en France. Donc 750 personnes, familiales, à capital ouvert. Donc c'est vraiment le modèle un peu hybride. Sur les applications, c'est très simple. On fabrique des matériaux, des toiles composites pour l'architecture, comme par exemple les grandes salles de sport, Miramas, l'architecture comme par exemple à Aix, De Camp à Aix, par exemple, c'est nous, ou le Grand Stade de Nice. Mais aussi des applications beaucoup plus grand public et des applications de spécialité. Voilà, donc c'est des toiles composites. Et en fait, le sens de notre durabilité, il est très simple. C'est qu'on est capable d'offrir mieux avec des facteurs de réduction d'impact, avec un facteur d'allègement compris entre 2 et 10. C'est-à-dire ce qu'on construit avec ces solutions-là, nous et nos clients, eh bien on est capable de le faire avec 2 à 10 fois moins de matière et d'énergie et d'impact que des solutions traditionnelles. Et en plus, on recycle ces solutions en fin de vie. Et ça, c'est un investissement très très important qu'on a fait il y a une quinzaine d'années, qui fonctionne très bien, mais paradoxalement, qui n'est pas rentable. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup vous parler de paradoxes sur cette table-là. Local, en effet, global, la RSE, est-ce que c'est rentable? Je crois qu'il faut qu'on rentre dedans parce qu'il y a quand même des choses à dire. Mais c'est le but, on va rentrer dedans, ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Emmanuel Cazeneuve, vous êtes PDG de ESUS, vous avez été créé fin 2008, donc vous avez commencé avec 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous touchez au digital, à l'économie circulaire, vous êtes une entreprise pollinisatrice, vous créez votre propre incubateur, donc il n'y a pas beaucoup de boîtes comme vous, à mon avis, qui font autant de choses que ça, c'est pour ça qu'on a souhaité que vous soyez avec nous. Donc là, juste sur cet arrêt-là, c'est quoi votre activité qu'on comprenne bien? Ok. Bonjour à tous. Nous, notre activité chez ESUS, en fait, on est une plateforme digitale qui permet de mettre en relation des chantiers avec d'autres chantiers, de les ouvrir au monde pour qu'ils échangent leurs déchets et leurs terres en particulier. En fait, quand on a créé ESUS en 2008, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 grands constats. D'une part, que les volumes de déchets du BTP sont 5 fois supérieurs au volume du déchet d'ordures ménagères. C'est quand même 250 millions de tonnes par an. Et ces déchets, deuxième constat, sont peu ou pas recyclés. Pour une raison assez facile, c'est qu'aujourd'hui, le métier du déchet et le métier du BTP sont des métiers assez laborieux parce qu'ils sont gérés énormément par papier. Donc, c'est effectivement très difficile d'avoir de la data, enfin des données, excusez-moi, des données pour pouvoir après améliorer les centres de traitement. Et donc, en fait, il y a peu de valorisation. Et le troisième point, c'est assez au monde du BTP. On a tendance à dire qu'un bâtiment, ça va rester 20 ans, 30 ans, peut-être plus longtemps. Le chantier, un bon chantier, c'est un chantier qui va vite. Et donc souvent, le chantier est refermé sur lui-même et il n'a pas envie, il a envie de se concentrer vraiment sur la rapidité de son chantier. Et donc il ne s'ouvre pas au monde et souvent, il ne voit pas le potentiel qu'il a à aller valoriser ses déchets. Et donc nous, notre vision, c'est qu'on ait un trait d'union entre ces chantiers pour permettre de leur ouvrir, de leur faire découvrir leur potentiel et d'aller le vendre ailleurs. Donc concrètement, un chantier a besoin d'évacuer de la terre, il vient s'enregistrer sur une plateforme qui s'appelle Soldating, et puis l'algorithme et la communauté va lui trouver des solutions pour pouvoir créer de la matière première secondaire sur un autre chantier. Voilà, donc ça fait 8 ans, effectivement, alors nous on est toute petite société, on n'est que 26 personnes, on fait effectivement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est aussi à capital ouvert, et puis on se lance, on est déjà aussi à l'international,
où on marche plutôt très bien aussi. Quand vous spécifiez que vous êtes à capital ouvert, c'est que potentiellement, vous aimeriez qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent aujourd'hui ou non, c'est qu'on a fait, on a fait une levée de fonds l'année dernière, et donc on a la chance d'avoir des investisseurs qui nous aident tant financièrement que sur le réseau ou sur la façon de travailler. Très bien. Frédéric Motte, alors justement, on va commencer avec vous. Comme vous avez la casquette de vice-président du MEDEF et que vous travaillez sur tous les territoires, vous êtes chargé des territoires, comment vous trouvez que sont prises ces questions de la RSE, du réflexe local, par les entreprises, justement ? Est-ce que vous trouvez que ça y est, c'est quelque chose d'intégré ? C'est que les gros groupes, parce que le MEDEF, on dit toujours que c'est les gros groupes, mais vous dites non, on représente aussi les petites entreprises. Voilà, donc on en est où aujourd'hui ? Beaucoup de choses dans votre question. Premier point, d'abord, c'est casser l'image habituelle. Le MEDEF, c'est le CAC 40. Dans l'absolu, nous, c'est 150 000 adhérents. On représente 950 000 entreprises et 80% des salariés. Donc, ça veut dire que vous en avez... Il y a les 40 du CAC 40, oui, mais il y en a 944 960 qui sont des TPE et des PME. Et ces TPE-PME, elles sont réparties dans tous les territoires de France. Le deuxième point, il y a un phénomène qui nous inquiète, sur lequel on veut travailler un peu plus. Il y a d'ailleurs été peu à l'ordre du jour des dernières élections. C'est la fracture territoriale. Pas la fracture sociale, parce qu'on la retrouve ça de même dans les villes, mais la fracture territoriale, on voit un effet de métropolisation qui s'accroît, donc des métropoles qui vont plutôt bien, avec des entreprises qui s'ouvrent à l'international, qui recrutent des cadres ou des collaborateurs de haut niveau, des gens formés. Et puis à côté de ça, on a des territoires qui sont plutôt en souffrance, problèmes d'infrastructure, de raccordement au réseau, de mobilité, de formation. Néanmoins, et donc on veut absolument travailler là-dessus, il faut absolument qu'on puisse emmener tous nos territoires. Et moi, je suis résolument optimiste, d'abord parce que c'est la capacité d'invention et d'innovation des femmes et des hommes dans nos entreprises, mais c'est aussi parce que dans ces territoires, on retrouve des pépites. Alors, vous en évoquez quelques-unes tout à l'heure dans les stands, à la fois dans des start-up, mais aussi dans des grands groupes. Le World Forum en est un exemple en allant chercher dans le monde entier. Et donc, on retrouve aussi dans nos territoires des expériences absolument bluffantes, que ce soit en Mayenne, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Bayonne. Moi, il n'y a pas un territoire de France où je vais sans qu'on nous présente justement des entreprises qui sont exemplaires, parfois sans le savoir, elles font de la RSE, parfois même celles que l'on pointe du doigt. Moi, j'ai toujours coutume de dire que même l'entreprise, entre guillemets, la pire, si elle fait un pas dans le bon sens, c'est au moins une initiative à souligner pour qu'elle puisse enclencher cette démarche de RSE. Tout ça, ça démarre évidemment par le patron. Donc c'est lui, éventuellement, qu'il faut convaincre. Néanmoins, de plus en plus, il est en interaction. Et donc, ce sont des nouveaux collaborateurs, ce sont des donneurs d'ordre. S'il est en B2C, maintenant, avec les réseaux, ça va être les clients qui vont le titiller. C'est toute cette dynamique-là. On la retrouve peut-être plus facilement dans nos grandes métropoles, mais il faut véritablement aller la diffuser dans tous nos territoires. Est-ce que vous avez des chiffres ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quelles sont ces entreprises qui sont engagées dans la RSE ? Est-ce que vous avez un peu des statistiques ? Non, il n'y a pas encore, à moins qu'il y ait d'autres intervenants et des chiffres précis. On sait qu'on a des initiatives qui naissent partout. Je vous le disais, il y en a, elles sont identifiées, d'autres, elles ne le sont pas. Ils font tout seuls dans leur coin. L'intérêt de forums comme le vôtre et de tout ce qu'on peut mener, que ce soit au MEDEF, mais avec les autres organisations, les autres associations, les chambres de commerce, c'est justement de les rassembler pour qu'on partage des bonnes pratiques, pour qu'on aille plus vite, plus loin, plus fort. Et donc, je crois que c'est enrichissant pour les collaborateurs, c'est bon pour l'entreprise. La démarche de la RSE, elle n'est pas antinomique de la rentabilité. Évidemment, notre entreprise, pour qu'elle survive, elle a besoin d'être rentable. Elle a besoin de cette rentabilité économique. Mais c'est comment je prévois mon développement, comment est-ce que je le mets en œuvre en intégrant toutes ces ambitions de la RSE. Alors, un exemple, puisque vous avez dit, il y a plein de super exemples qui se passent. L'exemple le plus fort que vous ayez vu, vous avez parlé de la Mayenne, de plein de régions. S'il y en a un à citer qui, pour vous, illustre bien cet esprit RSE et d'interdépendance locale. Ne le répétez pas, ça va faire des jaloux. Mais oui, la Mayenne est un territoire assez exemplaire. La Mayenne, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a Laval. Exactement. Voilà, déjà. Il y a même alors je voudrais aller rentrer un peu plus dans le détail. Il y a un territoire, je vous invite, ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est le canton de Vitré, qui est présidé par... Alors, non, Vitré en Mayenne. Ah, en Mayenne, il est vilaine, mais comme j'évoque, parce qu'il déborde un peu sur la Mayenne. Et là, on a un élu qui, depuis 30 ans, essaye de fédérer tous les acteurs. Et alors, c'est intéressant parce que dans son territoire, il n'y a plus que 5% de chômage. Comme quoi c'est possible. Il y a 24% d'industrie. Il a fédéré tous les outils, alors qu'on est à 12% en France. Petit symbole aussi, c'est que dans ce territoire-là, vous avez 50% en plus de donneurs de sang. Les gens sont bien,
j'ai du bien-être, j'ai envie de le partager, etc. C'est le petite anecdote, Donc mais on pourrait faire des stats sur les régions pour savoir qui donne le plus de sang, pour voir quelle est la région la plus dynamique. Et donc la démarche RSE qui était valorisée par justement toutes ces fédérations d'entreprises, ça a été vis-à-vis de l'insertion des jeunes qui étaient exclus du travail. Et donc ils ont monté tout un écosystème entre entreprises pour justement, alors il y a eu de l'expérimentation de la part des élus qui ont accepté que quand le Conseil général signait un contrat pour sortir quelqu'un du RSA, on ne puisse pas bloquer la personne sur ce contrat, mais ça puisse passer d'entreprise en entreprise. Et donc là, on a un phénomène vertueux où ils ont allié à la fois la formation, donc là sont les acteurs publics, la mobilisation des entreprises, et puis après le travail en réseau, et ça porte des résultats extraordinaires. Les chiffres du chômage que je vous donnais en sont la preuve. On pourrait passer des heures rien que sur cet exemple-là. Alors justement, est-ce qu'on peut le consulter quelque part? Parce que toutes ces bonnes initiatives, où est-ce qu'on peut les voir? À part vous le savez, ok, vous venez, mais voilà, pourquoi notre région ne pourrait pas s'inspirer de ce qui fonctionne en Mayenne, comme exactement ce qui va se passer à la 13e Révolution? Je vais faire de la pub pour une plateforme qui a été initiée par le réseau Alliance que pilote Philippe Vasseur. Ils ont fait, ça s'appelle SoBizUp, c'est un petit moteur... Beepies, pardon, Beepies. Vous allez taper Beepies, et donc c'est un petit moteur de recherche qui référence toutes ces bonnes pratiques. Et donc c'est vrai que nous, parmi nos fonctions, chambres de commerce, corps intermédiaires, MEDEF et autres, c'est dire ne restez pas tout seul dans votre coin et allez vous raccorder éventuellement sur ces plateformes, venez participer à des forums pour que justement on puisse aller plus vite, plus loin, plus fort. Alors l'année prochaine, on invite la Mayenne. L'année prochaine, vous nous aidez à faire venir la Mayenne qui viendra nous parler un peu de ce qu'il fait. Romain Ferrari, je vous cite. Les indicateurs de management des entreprises privilégient presque exclusivement les indicateurs de performance. Les indicateurs de résilience sont quasiment absents. Faut-il s'étonner alors de la fragilité des acteurs économiques aux évolutions de leur environnement? Voilà, je vous dis ça parce que justement, j'ai demandé comment les entreprises s'emparaient de la RSE, du localisme, etc. Et vous, je crois que vous avez pas mal de choses à nous dire là-dessus. Sur ce thème-là, c'est assez simple. En fait, nous, quand l'entreprise est née dans les années 70, on fabriquait des toiles composites, mais sur un seul marché et avec une 60aine de clients en France. Marché de commodité, la bâche de camion. Voyez. Et puis, à cette époque-là, on s'est dit, tiens, vu la loi, les lois économiques, c'est très simple. Une commodité, elle termine toujours avec une réduction des acteurs, un appauvrissement de la valeur ajoutée et une concentration. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a partagé très tôt avec nos clients en leur disant, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes 60 aujourd'hui. On va plus vite. Il y en a 58 qui sortent, on en garde 2. Ou alors on monte un autre modèle, beaucoup plus résilient, beaucoup plus riche, où les 60 restent là, mais du coup on transforme le modèle. Et en fait, on a joué cette carte dans les années 70. Aujourd'hui, ces 60 clients français sont toujours là. Ils fabriquent plus de bâches de camions. Ils ont tous, dans leurs activités, au moins 10 ou 15 marchés différents. Ça va de l'architecture, des biens pour la collectivité, des biens pour le particulier, un tas de trucs comme ça. Ils sont très diversifiés, ils échangent des charges de travail, ils échangent de l'innovation. Nous, on peut faire des tests et du développement applicatif, pas que sur nos produits, mais sur les applications finales. Donc c'est fabuleux. Quand on a démarré le recyclage, le réseau de collecte, on l'avait, c'était ses clients partenaires. Et donc on a créé petit à petit en fait, un réseau résilient. Mais ça, dans les bilans, ça n'apparaît pas. Dans les bilans, vous avez le compte de résultats et vous avez les actifs et les passifs, c'est tout. Ça veut dire que vous avez travaillé avec vos parties prenantes, c'est concrètement. En gros, on a créé la fertilité de nos Parce territoires. Parce qu'en gros, si on prend votre problématique, vous faisiez des bâches de camions, ouais. D'accord? Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus de bâches de camions. Par contre, on adresse 31 marchés différents, avec des clients qui, en gros, sont des acteurs sur plus de la moitié de ces marchés. Et donc, quelque part, chaque fois qu'il y a des nouvelles opportunités qui apparaissent, en gros, ils sont complètement rodés à venir les saisir et à partager les efforts, à partager les compétences pour être les premiers à l'adresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est revenons, parce que vous allez très vite, vous avez tout fait, donc vous savez ce que vous avez fait. Mais quand vous êtes arrivé avec vos bâches de camion, ça ne marchait plus. Alors, on n'a pas attendu que ça ne marche pas. Il y a des gens, ils mettent la clé sous la porte, et vous avez fait autrement. On n'a pas attendu, on n'a surtout pas attendu que ça ne marche pas. On leur dit, écoutez les gars, vous n'êtes pas concurrents entre vous, puisque vous êtes chacun sur des territoires géographiques différents. Donc c'est le moment de partager. C'est le moment de dire, quand il y en a un qui trouve que, par exemple, ces toiles-là, on peut faire des préaux d'école, il le dit aux autres.
Les autres vont voir les collectivités, ils vont vendre des préaux d'école, sauf que ça ne se confectionne pas comme une bâche de camion. Donc en gros, il va partager les méthodes de confection. Et ça, on l'a fait sur toutes les niches de marché. Aujourd'hui, c'est du biogaz, par exemple. Ça peut être des lacs en haute montagne pour récupérer de l'eau. Ça peut être des systèmes de protection hyper diversifiés, où ces gens-là, en fait, immédiatement peuvent réagir, s'adapter et venir prendre une niche de marché applicatif. Donc si je résume, vous avez réuni tous les fabricants potentiels en leur disant quelles sont les applications autres qu'on pourrait avoir pour élargir le marché. Comment est-ce qu'ensemble on peut construire? Alors on a créé une association, on les a invités à adhérer à cette association, sans aucune contrepartie d'acheter nos produits d'ailleurs. Et on a mis un certain nombre de règles du jeu dans cette association. Et en fait, cette association s'est auto-animée. Alors au début, elle s'appelait Relais des Bâches, puis ensuite, 15 ans après, Relais Textile Technique. Et aujourd'hui, alors qu'ils n'ont aucune obligation d'acheter nos produits, ils veulent s'appeler Expert Serge Ferrari. Vous allez sur leur site, ils sont toujours 60-70 en France, près du client final. Simplement, ils ont une palette en fait d'offres qui est énorme. Et pour moi, c'est que du bonheur, parce que des gens qui, quelque part, créent de la valeur ajoutée sur le marché, ils m'achètent des produits très diversifiés, avec plus de valeur ajoutée. Ils ne sont pas juste là en train de me tailler le bout de gras en disant c'est combien la ristourne de fin de l'année. C'est plus du tout la même histoire qu'on se raconte. Alors, pour quand même bien aussi noter la chose, c'est que local ne s'oppose pas à global. En fait, nous, on est une entreprise mondiale, on est une entreprise globalisée, on exporte dans 80 pays, mais on l'a fait en répliquant en fait ce modèle. En fait, ce modèle, quelque part, il a contaminé les territoires que l'on venait conquérir, justement pour réunir les compétences sur des marchés qui sont les plus adaptés sur les territoires qu'on va rencontrer. Donc, vous voyez, ce n'est pas antinomique dans ce cas-là, de se dire je fais du local, je fais du réseau local, mais je peux aussi le faire comme une stratégie d'entreprise globale. Oui, parce qu'en plus, vous êtes plus fort puisque vous êtes tous ensemble pour répondre plus fort, à des quand commandes. vous allez au fin fond de l'Inde ou en fin fond des autres pays, etc., il va bien falloir s'adapter au territoire. Et si vous voulez juste y aller pour faire des bâches de camion, pas de peau, vous allez trouver un Asiatique qui est avant vous, et puis bien moins cher. Et donc vous proposez quoi au fin fond de l'Inde, justement? On construit, alors sur les différents, parce que 80 pays, ça fait beaucoup, sur chaque pays, en fait, on regarde quels sont les besoins les plus émergents. Évidemment, ça dépend des territoires. Là, on constitue avec le même état d'esprit un réseau, des gens qui confectionnent, des gens qui calculent, des architectes qui sont intéressés par ces solutions, des promoteurs, des prescripteurs, etc. Et puis, avec justement cette entente en réseau, quelque part, on déploie les savoir-faire que l'on a déjà déployés en Europe et particulièrement en France. D'accord. Donc vous arrivez avec plusieurs métiers à la fois, à la différence de vos concurrents. On arrive comme un animateur des métiers. Oui, c'est ça. Plus qu'un simple fournisseur de toile, parce que c'est gentil, mais... Vous arrivez avec votre catalogue des compétences possibles que vous pouvez mettre autour du projet, quoi. Exactement. Chose que les autres ne font pas. Chose que les autres ont beaucoup plus de mal à faire parce qu'ils n'ont pas cette expérience pour fédérer en fait la valeur ajoutée en aval. Parce que nous, on est en B2B, mais finalement, la valeur ajoutée RSE, elle est en B2C. Il ne faut pas se gargariser. Pour revenir justement sur ces performances, cette manière dont est calculée la performance des entreprises, et vous dites que la résilience n'est pas calculée, mais en même temps, les entreprises ne le font pas. Parce que là, vous parliez du bilan comptable, ça c'est les experts comptables, mais qu'est-ce que les entreprises ne font pas justement? Regardez simplement la comptabilité aujourd'hui. C'est la comptabilité en coût historique, la plus classique. Elle a quand même été inventée par les investisseurs de la fin du 19e. Ces gens-là étaient des investisseurs terriens, et quand ils ont commencé à investir dans l'entreprise, ils ont dit « Ouh là là, attendez, nous on amène notre argent pour que l'entrepreneur investisse. » Il y a déjà des tweets sur votre création d'une association Expert Serge Ferrari. Voilà. Mais en gros, la comptabilité, quand elle est née à la fin du 19e, en fait les investisseurs ont dit « On veut bien amener de l'argent, mais on veut deux choses. On veut que l'entreprise soit rentable, ça c'est le compte d'exploitation, à la fin elle doit faire des bénéfices, mais on veut aussi surveiller les actifs. » Parce que s'il y a dépréciation des actifs, notamment les machines, eh bien on veut que ça impute le compte de résultat. Ils ont créé la comptabilité en coût historique, avec la notion de surveillance des actifs techniques, et surtout la nécessité d'amortir les investissements. Amortir, ça veut dire prélever du fruit de l'exploitation une valeur qui permet d'empêcher le capital technique de mourir. C'est à mourir. Vous voyez, c'est très clair ça. Eh bien, la comptabilité aujourd'hui ne tient pas compte de ce raisonnement sur les actifs humains et les actifs environnementaux. En fait, c'est quelque chose qui a été oublié. Mais voilà typiquement ce qui manque aujourd'hui à la comptabilité. Si demain on veut faire de la RSE en dur, en gros, il faut la traduire dans les aimants de comptabilité. Sinon, on sera toujours dans l'extra-financier, l'immatériel, enfin en gros, le marginal. Très bien. Alain Lacroix, vous accompagnez les entreprises, les entrepreneurs. Justement, c'est quoi vos objectifs et qu'est-ce que vous faites concrètement pour les accompagner? Pour les chambres de commerce,
je vais vous faire un aveu. D'une part, pour les entreprises, la RSE, c'est pas naturel, quoi qu'on en pense. Je pense que pour la plupart, à la réserve des grands groupes, comme les miens, et encore, la plupart des entrepreneurs ont plein de choses à faire, et d'abord à s'occuper de leurs clients, et en effet de la rentabilité de leur maison et de la pérennité de celle-ci. Donc quand on parle de RSE, j'ai le sentiment que bien souvent, ça leur passe un peu au-dessus de la tête, parce que ça n'est pas dans leur priorité immédiate. Et le rôle que nous avons, nous, dans ce domaine, il est assez simple. Il est d'abord d'avoir un rôle un peu ce que vous faites aujourd'hui, de pédagogue, de sensibiliser ces entreprises, de bien montrer que la RSE, ça n'est pas un dogme, ça n'est pas quelque chose d'évanescent, mais que ça a des réalités bien concrètes, comme l'ont dit les autres intervenants, et que ça permet en effet, au-delà de s'inscrire dans un développement durable, d'avoir des économies et donc d'avoir des retours immédiats en termes de comptes d'exploitation. Et donc notre rôle à nous, c'est d'une part de sensibiliser, d'autre part, c'est de convaincre qu'il y a une réalité économique derrière un engagement dans la RSE. Et puis c'est d'assister, c'est d'accompagner ces entreprises. Encore une fois, pas les toutes grosses, pas les grandes entreprises, parce que celles-ci, elles ont leur autonomie, et elles sont déjà dans cette logique-là pour la plupart, mais plutôt l'immensité des petites entreprises qui forment le tissu encore industriel et économique du pays. Mais vous faites quoi concrètement pour les accompagner alors ? On les accompagne avec des outils. On les accompagne d'une part donc avec des outils. On les accompagne aussi avec nos équipes, bien sûr, qui sont là pour les aider dans ce domaine-là. Puis on les accompagne à travers notamment la signature de partenariats, notamment avec des collectivités, de manière à justement créer ce tissu propice à un développement. D'accord, très bien. Philippe Vasseur, alors, à un moment donné, quelle était la problématique de votre territoire, justement, où vous en étiez pour faire appel à M. Rifkin, qui a inventé la troisième révolution industrielle, de laquelle vous êtes inspiré et que vous avez fait sur votre territoire? Il n'a pas inventé, il nous a servi en quelque sorte de totem. Vous savez, le totem, c'est ce qu'on met sur la place du village et puis on réunit les grands chefs à plumes pour fumer le calumet de la paix. On avait besoin de ça. On a quelquefois besoin de catalyseurs. En fait, dans le cadre du World Forum, on a fait venir une année Jérémy Rifkin sur son concept de troisième révolution industrielle que je n'ai pas le temps de développer. Et m'est venue l'idée farfelue à l'époque de dire et si on appliquait ces théories? C'est-à-dire, autrement dit, on a eu un beau discours, si on essayait de le mettre en pratique. Et si jamais on le faisait au sein d'un territoire. Pourquoi un territoire? Je vais y revenir dans un instant. Je suis allé voir le président du conseil régional de l'époque. Ça tombait bien parce que ça avait été mon meilleur ennemi quand je faisais de la politique. Et donc ça crée des liens. C'est comme les joueurs de football qui échangent les maillots à la fin du match, sauf quand c'est OM, PSG, mais ça c'est encore autre chose. Et on lui a dit, et si on arrivait à monter ensemble, moi représentant le monde économique, à l'époque chambre de commerce, toi représentant le monde politique, on fédère tout le monde. On met autour de la table tous les acteurs. C'est à ça que ça sert un territoire. Un territoire, on se connaît, quoi. On n'est pas des entités qui sont des entités diffuses et on ne s'envoie pas du courrier. On se voit. On a réuni la totalité des personnes. Donc c'était la première chose à faire. Un territoire entièrement mobilisé pour essayer de bâtir un projet en commun. Après ça, cette première phase étant passée, il s'agissait d'avoir la vision. Et la vision, elle est très très clairement liée à la RSE, c'est-à-dire nous changeons de monde. On est en train d'avoir une économie qui bascule avec, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est transition énergétique, changement climatique, etc. Mais on a aussi, avec l'explosion du numérique, des modes managériaux qui sont en train de changer, des business nouveaux qui sont en train de se créer, l'économie circulaire qui se développe, l'économie de la fonctionnalité. Tout ça est parfaitement lié à une responsabilité différente du monde de l'entreprise. Ça nous a permis de bâtir une vision qu'on a bâtie en commun, avec, la totalité des participants, là encore. Évidemment, le gourou Rifkin en premier lieu. Et puis derrière ça, il s'est agi de dire on va commencer à mettre en pratique. Et concrètement, à cette époque, c'était quoi les problématiques de votre territoire ? La problématique de notre territoire, écoutez, je voudrais vexer personne, mais nous avons été, on l'était encore dans les années 50, la première région industrielle de France. Alors je mets l'Île-de-France à part, l'Île-de-France c'est pas une région, c'est une exception, mais on avait un PIB régional
qui était largement supérieur à celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que PACA est devant nous, Rhône-Alpes est devant nous. Pourquoi ? Parce qu'on avait été les rois de la première révolution industrielle, avec le charbon, avec la sidérurgie. On a raté la deuxième, il ne faut pas se le cacher, même s'il y a eu des efforts de conversion. C'était quoi la deuxième alors ? La deuxième, ça a été l'explosion du pétrole, de l'automobile, le déclin du charbon et de l'industrie lourde d'une façon générale. On est passé sur des types d'industries. Et d'ailleurs, on a essayé de remplacer une industrie lourde par une autre industrie lourde. Et ça a foiré, quoi. On a fait les choses, mais on a aujourd'hui un taux de chômage qui est 2,5 points, voire 3 points, quand c'est pas 4, supérieur à la moyenne nationale. Et puis, on représentait 10% en gros du PIB national dans les années 50. On représente 5% aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait clair. Et alors, on continue comme avant. Ce qui ne veut pas dire que les choses se passent forcément mal. Parce que dans toute région où vous avez des difficultés, vous allez trouver des pépites. On a chez nous des entreprises qui sont des leaders mondiaux dans leur domaine d'activité. Ça ne crée pas un écosystème. Ça ne crée pas une vision collective. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez des gens, il a fallu aller les chercher. Parce que moi, j'ai des grosses boîtes qui ont dit « mais je vis très bien, moi. Je vais très très bien. Mon business, il est tout à fait fructueux. » Et il faut aller les tirer pour leur dire « oui, d'accord, mais viens nous aider. » Parce qu'on a peut-être besoin justement d'avoir cette vision collective. Et ça, on ne peut le faire que sur un territoire. Parce que si je vais voir demain, je ne sais pas quel industriel qui est implanté dans une région qui n'a strictement rien à voir avec le territoire dans lequel on vit, il va me dire que je suis bien gentil, mais qu'il ne voit pas l'intérêt. Si jamais on a justement cet écosystème qui permet de mettre les gens ensemble, on arrive à les mobiliser. Et puis donc l'action où on est passé maintenant dans la phase d'action, qui m'a valu d'ailleurs cette mission qui m'a été confiée de commissaire spécial à la revitalisation. Pour la petite histoire, c'est assez conforme à ce que je crois utile aujourd'hui. C'est une mission qui m'a été confiée par le président du conseil régional, M. Xavier Bertrand, et par celui qui était à l'époque, c'est pas si vieux que ça, ministre de l'économie, qui entre-temps a connu une évolution, qui est devenu président de la République. Vous voyez, c'est bon. Et donc, ça a été visionnaire, d'une certaine façon, et pour essayer justement de revitaliser ce territoire. Et aujourd'hui, nous créons des filières, nous mettons en place... Attendez, vous allez trop vite. Troisième révolution industrielle, pour que les gens comprennent, c'était quoi ? Puisqu'on a dit la première, c'est Alors, charbon, la troisième etc. révolution industrielle, vu par Rifkin, pour nous, c'est bien au-delà. C'est, disons, l'énergie renouvelable et Internet. Donc, faire travailler le digital. Connecté. C'est le digital, c'est le nouveau type d'énergie, une nouvelle forme de distribution, ce qui est important, une nouvelle forme de distribution d'énergie, où on passe, disons, d'un système qui est un système très centralisé à un système qui est un système extrêmement réparti. Et c'est vrai que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde pyramidal tel qu'on l'a connu. On n'est plus dans une logique de silo comme on l'était autrefois, même s'il y a déjà beaucoup de mal... Certains ont du mal à comprendre ça. On est dans une logique beaucoup plus latérale, beaucoup plus transversale, dans laquelle on va retrouver, comme ce que vous expliquez tout à l'heure, on est dans cette logique-là. Et ça a été, disons, un peu l'intuition de Rifkin. Ce que nous essayons de mettre en place dans notre système, c'est pas toujours simple. Tu connais nos organisations. Nos organisations fonctionnent quelquefois avec le réflexe du monde ancien. Mais vous avez vu ce qui s'est passé sur le plan politique, là, cette année tout le monde n'a pas encore compris. On change de monde. Et c'est marrant que ce soit, disons, quelqu'un de ma génération qui le dise. Mais simplement, comme il m'arrive de le rappeler, je suis jeune depuis plus longtemps qu'un certain nombre d'entre vous. Je suis jeune depuis plus longtemps que vous, madame. Et ce que j'ai vu depuis quelques dizaines d'années, c'est phénoménal. Allez expliquer à des enfants aujourd'hui que vous avez connu un monde dans lequel il n'y avait pas de smartphone. Allez leur expliquer que vous avez connu un monde dans lequel un satellite artificiel, ça n'existait pas. Allez expliquer ça. Bon, c'est à peine si on vous croit. Mais alors justement, c'est quoi ? Est-ce que quand je vous écoute, et peut-être que vous pouvez tous répondre, parce que là, c'est les questions, maintenant c'est chacun qui a envie de répondre, mais c'est quoi ? C'est la formation ? C'est la formation de nos élus ? C'est la formation de qui pour faire bouger ce monde ? Puisque les jeunes aujourd'hui, ils le connaissent, mais malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais les chefs d'entreprise qui sont à la tête des boîtes ont souvent 50 ans, les institutionnels, la même chose, et eux, ils ne sont pas forcément dans ce monde-là. Donc c'est quoi qu'il faut pour qu'un territoire bouge, pour qu'une entreprise bouge, et se plonge dans ce monde qu'on est en train de dessiner ? Je crois premièrement que ce sont les acteurs eux-mêmes. Xavier Bertrand dit souvent, c'est pas les politiques qui créent l'emploi, ce sont les chefs d'entreprise. Et il a tout à fait raison. Ce sont les acteurs eux-mêmes.
C'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est susciter, éventuellement accompagner, aider, mais certainement pas substituer. Je suis toujours un peu perplexe quand je vois le nombre, alors je vais vexer beaucoup de gens, pardonnez-moi, mais enfin comme je ne suis pas sur mon territoire, je peux me permettre, la multiplication des schémas. On fait des schémas pour tout, des plans pour tout, etc. La schémacratie, bon, c'est bien, on pèse beaucoup de temps, etc. Mais c'est pas comme ça que les choses se font. Bon, moi je pense qu'on doit être des accompagnateurs, on doit susciter, on doit aussi de temps en temps montrer comment les choses se passent. C'est là où c'est utile d'aller quelquefois attirer, montrer. Moi j'ai eu une discussion il y a pas longtemps encore avec quelqu'un qui me dit t'es bien gentil avec tous tes systèmes, mais tu comprends, moi j'ai mes échéances à faire à la fin du mois. Donc je me préoccupe d'abord de ça. Il a raison. Sauf que je le connais et que je peux me permettre de lui dire les choses. Je lui dis, attends, s'il y a 15 ans, tu avais pris le virage que tu aurais dû prendre de continuer à faire comme tu as toujours fait, tu n'en serais peut-être pas là où tu es. Et ça, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'entendre des gens qui disent, on a toujours fait comme ça, on ne voit pas pourquoi on changerait. Philippe Vasseur, concrètement, on fait quoi ? Concrètement, on se met ensemble. Oui, d'accord. Mais à part on se met ensemble, c'est-à-dire qu'on dit à tous les institutionnels et toutes les entreprises... Non, mais je viens de vous le dire, on se met ensemble. On bâtit un projet ensemble. Moi, je crois à la logique de projet beaucoup plus qu'à la logique de structure. Et puis après ça, on met en place les outils qui permettent d'accompagner la vision. Nous, on a mis en place, par exemple, dans la région, excusez-moi, c'est pas avec la Caisse d'épargne, on n'a pas réussi. C'est pas non plus avec le Crédit Mutuel, dont j'étais pourtant le président dans la région. C'est avec le Crédit Coopératif. On a mis en place un livret d'épargne citoyenne. Pour les gens qui ont envie de... Alors on me dira, mais les gens n'ont pas les moyens d'épargner. C'est complètement faux, parce que regardez, les livrets de caisse d'épargne, généralement, ce n'est pas la population la plus riche qui met de l'argent dessus. Et on dit aux gens, vous mettez votre argent sur ce livret, vous mettez votre argent, vous aurez les mêmes garanties qu'avec un livret classique, vous aurez une rémunération comme dans un livret classique, et cet argent-là, vous aurez la certitude qu'il va servir à financer des entreprises de chez vous, lié à la troisième révolution. C'est de l'argent qui est fléché sur des initiatives locales. Et avec une transparence totale. C'est-à-dire que chaque épargnant peut savoir à quoi sert son argent. L'argent ne monte pas dans une structure centrale. Tout l'argent, la totalité de l'argent, est investi sur place pour des entreprises. C'est bien, on parle d'argent, tout le monde se réveille là. Moi, j'ai plein de doigts qui se lèvent là. Non, mais je pourrais Alors, Alain Lacroix. Non, mais je pourrais vous donner des exemples. On va revenir. J'en ai pour 4 heures. Mais Philippe, je sais, c'est pour ça que je vous coupe. C'est pour ça que je vous coupe. C'est pour ça que je vous coupe et qu'on reviendra. Alain. C'est un exemple qui va dans le sens de celui de Philippe, à un autre niveau. Nous avons créé, il y a quelques années, un fonds qui s'appelle Tertium. J'ai le privilège de présider le Top 20, qui est le club des grands patrons, des grandes entreprises de cette région. Et l'originalité de ce fonds, c'est que bien sûr, il est abondé par des banques, pas que nous, mais il est surtout abondé par des grandes familles ou par des entrepreneurs qui font partie donc du comité de gestion et du comité de sélection des projets et qui eux-mêmes amènent des projets à financer. Et ce sont des entrepreneurs d'ici qui travaillent pour faire éclore des entreprises de cette métropole. Donc en effet, moi je crois beaucoup à ce que dit Philippe. Ayant vécu dans le Nord, j'ai vécu cette forme de militantisme qu'ont les gens du Nord, qu'on a peut-être un peu moins ici. Et d'ailleurs, même si vous avez perdu en PNB, Philippe, nous, on a beaucoup à gagner à regarder ce que vous faites dans le Nord, parce qu'on n'est pas toujours aussi unis, aussi fédérés que peuvent l'être les gens du Nord. Un petit mot sur ce mouvement qui touche tous nos territoires, c'est la place de nos corps intermédiaires. Vous évoquiez l'action des chambres de commerce, nous les syndicats, etc. L'ubérisation qu'on retrouve dans le business, moi je dis à tous mes petits camarades du MEDEF, attention à ce qu'on ne soit pas ubérisé demain. Quelle est notre place, quel service on apporte. On a des vrais modèles à revoir dans notre place dans les territoires, se travailler ensemble. Le numérique aide beaucoup tout ça. Donc ça va redéfinir toute l'organisation de nos territoires. Emmanuel, c'est à vous. On était en train de faire une blague en disant que le MEDEF avait peut-être été déjà ubérisé. Ça, c'était une autre marque. Non, moi, je reviendrai sur deux points. Cette vision court terme, moyen terme, je pense que c'est effectivement un grand choix. On le voit quand même si l'idée, c'est quand même de regarder le local, on voit quand même de l'autre côté de l'Atlantique, je pense qu'il faut parler... on a des membres de la BPI sur ces histoires de levée de fonds et d'argent, parce qu'effectivement, si on ne regarde que sur le court terme, on a énormément... C'est pas facile pour parler. Ouais, non, je voudrais me tourner, mais... Merci. On a énormément de mal à se projeter si on doit regarder notre compte de résultat chaque mois. Et donc, je pense qu'il faut aider les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes,
à lever de l'argent, à aller chercher de l'argent pour pouvoir réfléchir plutôt moyen terme et ne pas regarder que le court terme. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est Xavier Niel qui dit que c'est le paradis, la France est le paradis des boîtes pour se créer. Et je pense que c'est assez vrai. La CCI, le MEDEF, n'importe quel maintenant territoire, corps intermédiaire, grande banque, petite banque, grande société, a son incubateur, son intégrateur, ce que vous voulez. Mais ça, c'est bien. Mais après, pour grandir, on a besoin d'encore plus d'argent. Et là, on parle de millions d'euros si on veut vraiment se développer. Et là, on a vraiment besoin d'accélérer pour pouvoir éviter qu'on ne regarde que le court terme. Ça, c'est très important. Après, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur la vision collective. Moi, je pense que ce qu'il faut... j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps pour un prix par Ernst & Young qui disait « Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer l'entrepreneuriat ?» Ben, je pense qu'il faudrait que les grands comptes signent une charte pour aider, mais vraiment, les petites et moyennes entreprises ou les ETI. Alors effectivement, là aussi, ils parlent d'open innovation, ils veulent co-construire avec nous. Je ne citerai pas parce que c'est des très très bons clients à moi, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, ils vous accompagnent, et puis après les opérationnels, vous mettez juste 9 mois, vous pouvez payer les 500 000 euros qu'ils vous doivent. Donc vous voyez, on repart sur le côté financement. Et ça, c'est quelque chose où, oui, cette vision collective, si on ne l'a pas, on ne pourra pas développer de nouvelles choses, parce que, qu'on le veuille ou non, quand même, les grandes entreprises en France, au moins dans mon secteur, gèrent 80 ou 90% du business, et si elles ne décident pas de nous aider, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et ça, je pense qu'il faut encore travailler sur cette relation grand compte PME ou start-up, et c'est clairement pas assez fait. Mais encore une fois, pas au niveau d'un Martin Bouygues ou d'un Monsieur Hulliard pour Vinci, c'est au niveau des opérationnels de leur expliquer que effectivement, quand on travaille avec une PME ou une start-up, on ne travaille pas avec n'importe quel fournisseur et on ne le fait pas attendre pour payer comme on l'a fait depuis d'habitude. Voilà. Nous, c'est pour ça. Alors, je vais reparler un peu de moi. Donc, si on pourrait sortir quelque chose de concret, vous dites aux grandes entreprises, essayez de mieux flécher les fournisseurs et les partenaires avec lesquels vous travaillez et ne faites pas les mêmes systèmes avec tout le monde, quoi. Il y a des choses qui peuvent marcher avec des grosses boîtes, mais avec des startups et des petites entreprises, ce que vous demandez et le temps de réactivité, etc., ça les met en danger. Oui, c'est exactement ça. Mais on peut faire même le parallèle avec les collectivités. Nous, on a eu beaucoup de chance d'être beaucoup aidés par la région Île-de-France. On vient du Île-de-France, de notre département du Val-de-Marne. Et moi, j'ai souvent tendance à dire qu'ils donnent de la main gauche en disant on te donne des subventions, on va t'aider à t'expérimenter. Et puis après, la main droite, c'est le marché public. Et alors là, par contre, les clauses disparaissent, alors que ça fait 2 ans qu'on travaille avec les collectivités. C'est difficile de vous faire passer dans un marché public. Et ça rejoint un peu cette histoire de grand compte. Je pense qu'on se donne beaucoup de bonne conscience, on est content de créer des structures, mais après, pour le vrai développement, c'est beaucoup plus difficile parce que là, ça change vraiment la façon dont on travaille réellement. Et est-ce qu'on a envie de changement ? Et je ne suis pas toujours convaincu, malheureusement. Alors nous, ce qu'on fait, comme nous, on a la chance de plutôt pas mal marcher, on s'est dit, comment on aide, alors d'une part, comment nous, on continue à se développer en apportant de nouveaux services, mais surtout, on s'est rendu compte qu'on avait plein de boîtes qui nous ressemblaient il y a 3-4 ans et qui n'arrivent pas à rentrer dans le milieu du BTP ou du déchet. Et donc, on a décidé de créer notre propre intégrateur en disant, venez chez nous, un peu comme Monsieur Ferrari, venez chez nous, et puis nous, on va... C'est votre totem, Monsieur Ferrari ? Là, ça le devient, clairement. Venez chez nous, et nous, on va vous apporter nos connaissances commerciales, notre façon de faire pour pouvoir intégrer ce marché. Donc, c'est un intégrateur qui s'appelle The Chantier, qui marche plutôt pas mal. On a déjà 3 startups qui y sont. Et donc, on permet d'inventer de nouveaux modèles économiques et surtout de les faire grandir. Parce que les inventer, à mon avis, on n'invente d'ailleurs pas grand-chose en ce moment. C'est de l'amélioration, de l'automatisation, et ce qui est très bien, mais surtout le faire grandir. Mais les faire grandir et de vous faire grandir aussi. Alors, c'est pas que de la philanthropie ce que vous faites. Pas du tout. C'est que nous, notre vision stratégique, c'est de dire qu'on veut être la plateforme qui interconnecte le chantier avec le monde extérieur. Et allez, j'aime pas trop ça, mais c'est devenir le Amazon du chantier. C'est aujourd'hui proposer d'évacuer de la terre, mais demain, c'est de livrer du béton. Après-demain, c'est de livrer des belles mécaniques et tout un tas de services. Mais ça, je ne vais pas les inventer moi-même, alors qu'il y a plein de structures qui savent le faire d'elles-mêmes. Je les intègre, on les intègre et on se développe ensemble.
Donc Oui, parce que vous avez une plateforme digitale qui suffit qu'il y ait des informaticiens derrière pour intégrer d'autres modules. Oui, alors les informaticiens Enfin, vous diraient que c'est pas que il suffit, mais là aussi, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on peut créer son site internet et faire une plateforme comme ça avec 50 €. Non, ça nécessite des développeurs, ça coûte cher, ça met du temps. Et donc là aussi, il nous faut du financement. Je regarde la BPI, que là, je vois tout à l'heure, qui nous soutient beaucoup. Mais c'est effectivement ça, pour une fois, c'est une réussite parce qu'ils nous aident énormément. Enfin, ils aident énormément de structures. Voilà, le financement et la relation grand compte PME ou collectivité PME est extrêmement important. est-ce que vous avez fait un contrat avec la BPI? C'est chaque fois que vous citez la BPI, il me donne 1 million d'euros. D'accord. Donc là, BPI, encore une fois. Là, vous êtes pas mal. Là, vous êtes pas mal. Serge Ferrari, vous voulez rebondir? Alors, l'investissement et la performance financière, c'est deux choses qui sont indissociables. Il faut être lucide là-dessus. Il faut être très lucide. Bon, je vais vous donner un exemple. Nous, on investit plus de 15 millions d'euros dans le recyclage à partir des années 2000. Super. Aujourd'hui, ça fonctionne au niveau industriel, on collecte et on recycle plus d'1 million de mètres carrés. Génial. On perd entre 1 et 2 millions d'euros par an. Moins super. Bon, heureusement, l'entreprise gagne de l'argent, donc c'est une perte qu'elle absorbe largement. Mais bon. Donc vous voyez, c'est quand même déjà étonnant que quand on est sur l'économie circulaire, des procédés uniques au monde, une JV à l'époque qu'on a fait avec Solvay et nous-mêmes, enfin une belle histoire, on est dans l'économie du futur et on perd de l'argent sur cette division-là. Autre élément d'éclairage. Il y a une très belle étude qui est sortie en 2011 qui s'appelle « Does it pay to be really good ?» Est-ce que ça paye d'être vraiment bon? Vous pouvez la télécharger, elle est en libre accès. C'est une étude qu'ont fait 2 Américains sur 1200 entreprises du territoire américain. Ils ont cherché à comprendre quelle était la performance financière de ces entreprises en fonction de leur engagement RSE. Donc ils ont fait un score, engagement RSE, vous voyez, à l'horizontale, et puis performance financière. Et là, il ne faut pas se leurrer. Ils ont trouvé une courbe en U. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez être rentable, où il faut ne rien faire, mais surtout vous en moquer, mais totalement, d'être borderline, et là, vous n'avez pas mon investissement, vous n'avez pas ma perte, c'est juste génial, quoi. Oui, mais là, vous risquez de disparaître aussi. Ouais, mais bon, en attendant, ça rapporte. En attendant, c'est la position de Trump il y a quelques semaines, sur la COP21. C'est très rentable, c'est logique. Alors c'est logique à court terme, oui, c'est logique. Mais quels sont les investisseurs aujourd'hui qui veulent investir pour 20 ou 30 ans, à part les fonds de pension? Il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je suis à capital ouvert. Vous savez, les investisseurs qui veulent investir pour 30 ans, en Europe et en France, j'en connais pas. J'ai que des intermédiaires. En Europe, un peu plus, avec les Hollandais, etc. Puis après, il faut aller chercher loin. Donc en gros, soit vous faites rien, mais attention, soit vous le faites, mais vous le faites au niveau d'excellence. La courbe est en U. C'est-à-dire quoi, vous faites rien. Soit vous devez le faire, mais vraiment à fond. Pourquoi? Parce qu'à fond, vous allez tirer ce qu'on appelle des bénéfices intangibles, puis ensuite des bénéfices tangibles indirects, que vous allez petit à petit monétiser en fidélité, relations clients, défense du prix de vente, le pricing power. Hein, ça justifie le fait que vous êtes un peu plus cher sur le marché, etc., etc. Mais là, il faut aller à fond. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que si on reste au milieu, c'est-à-dire que si on fait un peu de RSE comme ça, hein, pour se dire que c'est quand même bien, quoi, ben là, c'est la pire des situations. C'est que là, on a les coûts et pas les profits. Hein. Et sans que ça, donc, c'est quand soit même... il faut y aller à fond, soit rien faire. Ah, soit il faut y aller à fond, soit il faut rien faire. Mais la courbe, enfin l'étude le montre très très bien. Si on reste au milieu, c'est la pire des positions. Et c'est là où il faut qu'on ait tous, enfin investisseurs, BPI France et autres, et nous, les acteurs économiques, il faut vraiment qu'on y ait conscience de ça. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça va durer longtemps? Non. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en gros, il y a des défaillances de marché. Très clairement, le marché est défaillant à reconnaître la performance environnementale et sociale d'une offre. On appelle ça une défaillance de marché. Vous savez, quand un marché ne reconnaît pas une performance, c'est qu'il est défaillant. Alors, pourquoi il y a plusieurs défaillances de marché, mais il y en a une qui est très forte, c'est la non prise en compte des externalités. C'est très clairement, entre un producteur et un consommateur, il y a une partie des coûts qui sont reportés sur la collectivité, et donc personne ne reçoit les factures, et donc on ne paye pas. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un marché pour le low cost, parce que le plus facile pour produire, le plus simple pour produire à bas coût, c'est de ne pas payer des factures qu'on n'a jamais reçues. C'est-à-dire générer une industrie, un commerce de haute externalité. Là, il y a une vraie défaillance de marché. Tant qu'on ne la touchera pas, on aura des problèmes. La commande publique, on en parlait tout de suite.
Effectuer de la commande publique par appel d'offres au coût du cycle de vie, vous pouvez tous me regarder avec des grands yeux, mais il y a des directives européennes qui le demandent, simplement on n'a pas les instruments. Voilà. Alors corriger les défaillances de marché, je dirais sur les transactions classiques, par réintégration des externalités. Imaginez les instruments qui les corrigent, c'est ce que fait ma fondation en 2019. C'est que j'en ai eu tellement marre de cette situation-là, que je me suis dit, il faut pouvoir introduire quelque part des instruments qui permettent de corriger ces défaillances de marché, soit sur les achats publics, soit sur les transactions de gré à gré. Il y en a un sur lequel on travaille aujourd'hui avec un programme qui est cofinancé par ma fondation et l'ADEME, et piloté aussi par le CGDD. Il s'appelle TVA circulaire. Imaginez que vous tous, là, vous puissiez, si vous avez une offre à plus faible externalité, c'est-à-dire qui génère moins de coûts publics, imaginez que vous puissiez bénéficier d'une TVA réduite, de moitié. Vous imaginez le consommateur comme il est heureux, même si vous êtes plus cher en prêt de revient. Vous imaginez comme vous êtes heureux, parce que 10 points de marge, c'est quand même intéressant. Et vous imaginez comme les pouvoirs publics peuvent être heureux si on leur apporte la preuve que la dépense fiscale relative à cette baisse de TVA entraîne moins de dépenses publiques par ailleurs. Bah, lui aussi, il est heureux. Voilà. C'est ce type d'instrument. Et ça avance comment alors aujourd'hui ça ? Parce que ça me rappelle qu'il y a 5 ans, vous étiez déjà dans cette réflexion-là. Oui, alors ça avance que le concept, maintenant, il est devenu proof of concept. C'est-à-dire que l'idée a le droit de citer, si vous voulez. La DGE a le droit de citer. Sur le CGDD, on trouve ça intéressant. L'ADEME, qui en général s'occupe d'environnement, se dit « mais si je ne touche pas aux règles économiques, je ne vais pas y arriver non plus ». Donc vous voyez, ça progresse. Et aujourd'hui, très clairement, on est sur un programme qui est sur 3 secteurs, le mobilier, les prestations de nettoyage et puis ustensiles électroménagers, avec des partenaires comme Seb, etc. Oui, ce n'est pas des petits boulots. On va faire un proof of concept pour montrer clairement qu'on est capable de mesurer le différentiel d'externalité entre une offre standard et une offre éco-conçue. Et voir si ce différentiel, c'est-à-dire quelque part cette diminution des coûts publics, permettrait de venir changer les conditions du marché de gré à gré ou marché public, par la TVA circulaire, par les achats publics au coût du cycle de vie, par l'émission de monnaie complémentaire sur un territoire, notamment pour les activités agricoles, ça peut être génial, etc. Mais pour ça, il faut avoir les outils qui viennent renseigner le mode de fonctionnement de ces instruments de réglage des marchés. Voilà, et on est là-dessus. Alain Lacroix, Frédéric Motte, comment vous poussez ? Est-ce que vous poussez vers ça ? Comment vous soutenez toutes ces initiatives ? Il y a une réflexion que Emmanuel Cazeneuve disait sur peut-être pas traiter toutes les entreprises de la même manière en termes de fournisseurs, sur le court-termisme qui est pour eux vital et pour d'autres entreprises où on peut être un peu plus à long terme. Voilà, comment vous accompagnez, donc vous deux, puisque vous accompagnez les entreprises. Quelles sont les réflexions aujourd'hui pour faire avancer tout ça ? La difficulté, c'est qu'on est un petit peu au milieu du gué. Et donc, il y a de temps en temps la bonne volonté d'un chef d'entreprise qui doit faire son rapport RSE. Et puis, dans une pyramide à une vingtaine d'échelons, quand ça arrive en bas, il n'y a plus que la rentabilité à court terme et puis toutes vos démarches. Alors, en attendant, on peut aller voir le médiateur qui est présent aujourd'hui dans votre forum, Pierre Pellousset. Il m'est arrivé dans un certain nombre de marchés d'aller voir l'acheteur en lui disant « mais je ne comprends pas, là, il y a votre patron qui a écrit ça, et vous avez signé la charte des achats responsables, et puis là, vous êtes en train de me traiter comme un moins que rien. » Youp, on a réussi à décrocher le marché. Donc, ce n'est pas encore la panacée, mais on est dans toute cette période de mutation pour justement faire reconnaître ces enjeux de la RSE. Il y a un point qui a été peu évoqué, sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est le poids de la ressource humaine, les ressources humaines. On le voit, moi je le vois dans les jeunes collaborateurs qu'on recrute, ils sont demandeurs d'avoir un job, etc. Mais ils sont aussi demandeurs de savoir quelle est la vision de l'entreprise, quelles sont les valeurs. Et ça, on sous-estime peut-être le poids de cette pression de nos collaborateurs qui voudront plus rentrer dans des anciens schémas, dans des anciens systèmes, qui vont nous ubériser, qui vont créer toute une série de start-up pour justement essayer de remettre un petit peu de la valeur. Ça, vous disiez tout à l'heure, si je puis me permettre, Monsieur le Président, là, dans votre propos, il y a des patrons qui ils n'ont pas que ça à faire, mais ils ont intérêt à y penser aussi, parce que nos collaborateurs, si on veut les motiver, si on veut les mobiliser, il faut absolument intégrer ça dans nos démarches. Après, sur la différenciation des gros et des petits, alors c'est un vaste sujet, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'y penchent. On le voit bien avec toutes les avalanches normatives qui nous tombent dessus. Pour la très grosse entreprise, ça coûte,
mais c'est digérable, que ce soit le code du travail, les normes environnementales, etc., le marché public et autres. Pour des PME, c'est absolument pas possible. Et donc là, d'avoir une économie ou d'avoir un territoire où les acteurs se parlent, de bâtir avec le Conseil régional, on est en train de faire ça dans les Hauts-de-France, quelle est la politique des appels d'offres ? Et donc, comment est-ce que je fais rentrer des critères de RSE? Comment est-ce que j'essaye de favoriser l'intégration de mes PME et autres? Il faut véritablement que tous les acteurs du territoire travaillent ensemble. Si chacun se regarde dans le champ de faïence, c'est sûr que ça va être difficile, parce que cette période de mutation, elle est comme ça, donc il faut y arriver ensemble. Mais concrètement, qu'est-ce que fait le MEDEF? Pierre Gattaz, il a l'oreille, il voit les ministres tous les jours, il peut leur dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, sur une TVA circulaire, sur tout ce qui est, sur toutes ces questions-là, parce qu'on a toujours l'impression, ce qui est un peu difficile pour nous, c'est qu'on a toujours l'impression que vous savez les choses, que vous les constatez, mais on n'arrive pas à voir réellement ce qui avance et ce qui est fait. Parce que dans tous les débats que j'anime, à chaque fois, on dit bah oui, on sait, mais ça avance concrètement comment? Alors après, nous ne sommes qu'un corps intermédiaire chargé de porter la parole, et donc vous êtes un grand corps intermédiaire. Oui, un grand corps, certes, mais le pouvoir, nous sommes légitimistes. Hein, c'est le législatif, c'est le législateur qui l'a, et donc c'est comment est-ce qu'on peut nous faire pousser ces idées, d'où tous les rapprochements des mondes que l'on peut faire, d'accueillir des chefs d'entreprise dans nos entreprises, d'accueillir aussi des gens de l'éducation nationale pour petits. Et donc, c'est autant de petites graines qu'on sème. Moi, je dis toujours, plus un arbre est long à pousser, plus il est urgent de le planter. Le côté embêtant, c'est que tous les mois, il faut faire nos échéances. Et donc, on est confronté à ces problématiques-là. Formons le vœu, c'est que justement, là, moi, je crois qu'il faut voir ça, le verre à moitié plein. On a un certain nombre de discours qui sont en train de remettre aussi l'entreprise au cœur des débats. C'est elle qui va créer de la richesse, c'est elle qui va créer de l'intégration, c'est elle qui va animer nos territoires. Elle est évidemment pas toute seule, mais elle est un des éléments clés pour la création d'emplois et de richesses. Et donc de voir l'entreprise remise au cœur du village, on espère qu'on aura un certain nombre de décisions, de réglementations, d'organisations. Mais ça sous-tend, et on revient là aussi à ces notions de RSE, que nous, chefs d'entreprise, on ait ce comportement exemplaire, qu'on ait cette ouverture d'esprit, qu'on ait cette capacité à évoluer et pas à se replier en disant c'est comme avant, on change rien et puis on verra bien, advienne que pourra. Donc on est tous partie prenante de ce challenge. Et donc le MEDEF, que ce soit par ses commissions, par son activité de lobbying au niveau national, mais aussi au niveau local, c'est pour petit à petit essayer de faire avancer ces idées. Les freins sont nombreux. Hein, là, pour réformer la France, c'est compliqué, mais on ne désespère pas. Alain Lacroix, vous vouliez intervenir? Oui, moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai pris mes fonctions au niveau régional, mais le sentiment que j'ai, il est assez simple. C'est qu'il y a plein de choses partout. Plein de choses pour... Tout le monde veut aider les entreprises. Il y a des acteurs divers et variés, des associations qui touchent des subventions, des aides diverses et variées, un peu partout toujours. Et que moi, si je suis un chef d'entreprise lambda, d'une petite boîte, j'ai pas beaucoup le temps de m'adresser et de voir à qui véritablement il faille que je m'adresse. Donc j'ai le sentiment que d'abord on dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Ça répond à votre question, où en fait on a beaucoup d'idées, mais ça avance pas vraiment. Et donc la première chose à faire, c'est d'unifier tout cela. Et c'est le cas par exemple ici où il y a eu une tentative, mais elle n'est pas aboutie, de faire un guichet unique. C'était le choix de Christian Estrosi, de faire un guichet unique. Mais il faut y travailler parce qu'on s'aperçoit que ça marche. Mais un guichet unique qui ferait quoi? Je suis un petit entrepreneur, j'ai un besoin, j'appelle un numéro, j'ai un guichet unique qui identifie mon besoin et qui derrière m'aiguille sur des conseils et sur des possibilités d'aide. Ça, c'est la première chose. Mais ça vaut pour les chambres de commerce. Ici, dans cette région, il y a 7 chambres de commerce. Elles font toutes chacune dans leur endroit la même chose, enfin, ou un peu différemment. C'est-à-dire partout, on réinvente les choses. Parce que chacun a la conviction de penser que les besoins des entreprises, suivant le territoire où il est, sont différents. Alors mon voisin les a toutes fusionnées. Oui, je sais. Maintenant, il lui reste la Picardie. Et j'ai le sentiment que c'est pas aussi simple que ça. Philippe, c'est vrai. Moi, j'en ai 7, alors c'est pire. Mais c'est ce qui différencie d'ailleurs voilà. Le microcosme du Nord du reste. Et voilà, du reste de la France. Et donc, c'est pareil pour les chambres de commerce. La volonté ou la mission des chambres de commerce, c'est d'aider leurs ressortissants, qui sont les commerçants et les entreprises. Eh bien, ça passe aussi, là aussi, par une mutualisation des moyens, de manière, à moins dépenser, puisque quand on mutualise,
on dépense moins. Ça veut dire que si on dépense moins, les ressources qui nous sont allouées, nous, chambre de commerce, on peut mieux les redistribuer auprès de nos ressortissants. Et puis ça permet aussi, je pense, d'être beaucoup plus efficace. Donc je crois que dans le pays, mais au-delà du pays, dans un territoire comme le nôtre, pour ne prendre que cet exemple, il y a ces deux sujets-là. Puis il y en a un troisième. Moi, mon sujet aujourd'hui, mon souci, ça a été abordé, c'est le digital. Ce matin, j'avais un entretien avec un entrepreneur numéro 1 français dans une activité. Cette activité, c'est tout ce qui concerne les produits de la fête, les cotillons et les déguisements, tout ça. Numéro 1 français. L'année dernière, ils faisaient 16% de progression. Cette année, ils ont fait moins 20. Pourquoi ils ont fait moins 20 ? 1, tout passe par le digital. Et 2, il y a des phénomènes des attentats qui ont pas mal réduit ces activités-là. Mais voyez, le digital a aujourd'hui un impact pour des activités de cette nature extrêmement importante. Eh bien, je crois que le rôle que nous avons, nous, Chambre de commerce, mais au-delà, tous les acteurs qui tournent autour du monde économique, c'est d'éclairer justement ce sujet. Parce que si on ne fait rien, si on n'aide pas les petits entrepreneurs qui passent leur journée à bosser, à la fin de la journée, ils sont comme tout le monde, comme vous et moi, ils sont fatigués, ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas les moyens de dépenser de l'argent pour avoir des conseils dans ce domaine. Je pense qu'en effet, on assistera encore plus dans les temps qui viennent, à une désertification de nos centres-villes, c'est bien parti. Regardez Marseille, et vous avez un exemple de ce qui se passera ailleurs, d'une part, et puis à des pans entiers de l'économie qui pourront être touchés de manière forte. Donc on a un vrai rôle dans ce domaine-là en termes de développement durable. Très bien. Oui. Oui, moi je voulais rebondir sur 2 points. Ce que disait Monsieur Frédéric Motte sur la marque employeur, ou sur la prise en compte de l'histoire, de la vision, même de l'impact environnemental ou RSE que la société a. Elle est extrêmement importante pour les employeurs. On en discutait avec Monsieur Ferrari. Alors moi j'ai des salariés qui ont tous moins de 40 ans. Ou presque tous moins de 40 ans, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, de par notre métier, on travaille au moins sur une activité environnementale, vous l'avez compris, comme on fait de la réutilisation de terre, normalement on est en circuit court, donc on a une vision environnementale, on calcule nos bilans carbone, nos optimisations de transport, mais on nous a fait remonter, les équipes nous ont fait remonter, que ok, le côté environnemental c'était bien, mais c'était quoi notre place dans la cité autour de nous. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas pris en compte. Et c'est une partie RSE que nous, on a construit une grande partie de notre vision RSE sur ça, sur la partie sociétale de l'entreprise. Vous voyez, comment on s'implique, comment les personnes qui travaillent sont impactées dans la cité. Donc, nous, on travaille énormément sur la diversité. Alors, vous venez pas de Paris, mais nous, on est en banlieue. On a Ivry-sur-Seine. C'est une banlieue, c'est l'ancienne banlieue rouge de Paris. C'est pas du tout trendy pour les startups, qui marchent très bien. Normalement, elles sont toutes dans le 8e arrondissement. Et on nous pousse, les investisseurs, presque la BPI, nous pousserait à aller dans le 8e arrondissement parce que c'est vachement plus trendy. Eh bien non, nous, on veut rester à Ivry-sur-Seine parce que, c'est peut-être pas le meilleur endroit où on va boire des cafés après, mais ça fait partie aussi d'être dans un territoire, que de l'aider à se développer et que d'avoir une image. Et je vais vous dire, le pire... Et les loyers sont moins chers. Alors en plus, les loyers sont moins chers, vu que je suis un peu radin, effectivement. Mais non, mais c'est très important parce que ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que ces territoires-là, quand nous, on met Ivry-sur-Seine sur le lieu d'embauche, parce qu'il faut passer le périph', il y a de moins en moins de CV qui rentrent. On n'a peut-être pas tous les meilleurs potentiels. Ce qu'on se dit, c'est que les meilleurs potentiels, c'est ceux qu'on va pouvoir faire émerger chez nous plutôt que ceux qui viennent. Voilà. Ça, c'est extrêmement important, cette vision que mes employés nous demandent de développer. Et alors, le deuxième point, alors je sais qu'il y a quelqu'un du ministère, donc il ne va pas super apprécier, mais moi, je pense, si j'avais un conseil pour les entrepreneurs, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation. Faites-le. Si moi, j'avais dû attendre les réglementations du ministère de l'Environnement pour savoir si j'avais le droit de réutiliser des terres, on y serait encore. Donc, et en plus, c'est plutôt pas mal parce qu'on bosse avec le ministère maintenant pour mettre et codifier ça. Donc, n'attendez pas de le faire. Je vais prendre encore un exemple, malheureusement américain, mais vous croyez qu'Airbnb, il a attendu qu'on lui donne l'autorisation s'il avait le droit de louer des chambres ? Vous croyez qu'Uber, il a attendu ? Non, il l'a fait.
Alors après, on peut le faire de façon différente, mais n'attendez pas. Parce qu'effectivement, si on attend, ça ne deviendra pas ni de la politique, ni des grandes structures, ça les fera bouger. Donc faites-le bien, éditez vos propres standards, et on vous suivra. Parce que je pense que le plus important, c'est ça, c'est que le ministère ou le pouvoir public n'attendent que ça, qu'on leur montre la voie. Mais par contre, il faut peut-être prendre le risque et dire, au pire, on ira au tribunal s'expliquer. Très bien, on arrive à la fin de ce débat. Serge Ferrari, vous voulez rebondir sur tout ça? Non, je voudrais venir en défense du ministère. Et surtout, et moi j'aimerais aussi que vous complétiez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision qu'Alain Lacroix a décrite de centre-ville qui se déserte, que le digital fait beaucoup de mal aux entreprises? Comment vous résistez? Parce que ce que vous faites là, au niveau de votre fondation et de rassembler vos différents clients partenaires, c'est dans un secteur de métier particulier, mais cette vision-là, est-ce qu'elle est reprise au niveau du territoire de la région Rhône-Alpes? Est-ce que, quel regard vous avez sur la vision que nous, a priori, on a ici? Alors, juste un petit passage quand même pour sauver notre ministère, s'il vous plaît. Il existe les engagements pour la croissance verte et les territoires d'expérimentation. C'est une très belle initiative qui avait été prise il y a à peu près 1 an. Et il faut y aller là-dessus. Donc en gros, même au ministère, si on creuse un peu la DGE, on va trouver des processus qui sont vraiment adaptés à l'expérimentation et au territoire d'expérimentation. C'est-à-dire qu'en gros, rentrer provisoirement dans un régime de dérogation pour tester. Ça va assez vite quand même, mine de rien. Alors, je crois que dans toutes nos discussions, on a un souci, et c'est Pascal qui le disait, la source finalement de toutes les hérésies qui nous hantent, sur tous ces sujets, c'est de ne pas concevoir l'accord entre des vérités opposées. L'entreprise globale, si elle n'est pas enracinée sur son territoire, ça ne marche pas. La performance financière, quelque part, si on ne l'associe pas à la performance RSE, c'est qu'on n'est pas bon. C'est qu'on veut être hérétique. Et on va être des hérétiques. On est 400 dans une salle, on dit qu'il faut faire de la RSE, puis il y en a 4000 qui ne sont pas venus. Voilà. Donc je pense que tout le travail qu'on doit faire, le local et le global, on en a parlé, etc., c'est tout ce travail-là, c'est de concevoir, quelque part, l'accord entre des choses qui nous paraissent antinomiques, même s'il faut passer par du dur, c'est-à-dire la loi, ou des systèmes d'incitation, ou des instruments économiques, des instruments qui modifient les règles économiques, comme le fait la Fondation 2019. En gros, mais c'est là-dessus qu'il faut œuvrer. Je crois qu'on n'est pas là pour se dire que la RSE, c'est bien, quoi. Il faut juste se dire que si on n'arrive pas à accorder, en fait, nos échéances habituelles à ces enjeux-là, c'est sûr qu'on va souffrir. Et là, il y a du travail à faire. Très bien. Philippe Vasseur, dans le concret, vous avez dit que vous aviez créé un fonds avec une banque pour que les gens puissent mettre de l'argent sur des entreprises. On a fait plein d'autres choses, je ne vais pas vous détailler tout ça. On a créé un fonds dédié avec la BEI, on travaille, bref. Non, si je peux ajouter deux choses, puisqu'on on en arrive au moment de la conclusion. La première, c'est qu'on a entendu parler, les deux sont liés d'ailleurs, on a entendu parler de problèmes de rentabilité, ça coûte, ça rapporte, etc. Alors c'est une vraie question. Est-ce que la RSE, ça coûte ou est-ce que la RSE, ça rapporte? Il y a eu plein d'études universitaires qui ont été faites dans ce domaine et qui aboutissent très souvent à des résultats contradictoires. C'est tout à fait normal. Quand vous trouvez un expert pour dire une chose, il y en a toujours un autre pour dire le contraire. Et donc, il y a eu un chercheur australien qui a eu l'idée de procéder à ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire en croisant toutes les études qui existaient sur ce sujet. Et donc, il a passé au crible 52 études universitaires et le résultat est le suivant. Les études qui ont été menées par des économistes disent « la RSE, ça coûte ». Les études qui ont été menées par les éthiciens disent « la RSE, ça rapporte ». Et les études qui ont été menées par les spécialistes du management disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et la conclusion de cette méta-analyse, ça a été de dire « je pense, après avoir passé au crible ces 52 études, que la RSE, ça rapporte un peu. Peut-être pas autant que certains le disent, mais ça rapporte un peu. En tout cas, il y a une certitude, c'est que ça ne coûte pas, ça ne coûte rien. Alors à partir du moment où vous avez une performance économique qui est égale, je ne vois pas pourquoi vous feriez plutôt moins bien que ce que l'on peut faire avec la RSE. C'est le pari pascalien de la RSE, en fait. C'est pas le pari pascalien de la RSE, parce que,
Il suffisait de se mettre à genoux et de commencer à croire, mais c'est une indication qui est une indication importante. Il y a un certain nombre de choses qui militent pour la RSE, la réputation, l'attractivité, etc. Et donc, il vaut mieux en faire plutôt que de ne pas en faire. Et puis, le dernier point, qui est relié à celui-là. J'ai eu l'occasion, et j'ai encore l'occasion, de rencontrer quelqu'un que j'ai découvert, qui s'appelle M. François Villeroy de Galhau. M. François Villeroy de Galhau est gouverneur de la Banque de France. Et il a décidé de faire en sorte que la Banque de France s'applique elle-même des règles de RSE à l'intérieur de son institution, en quelque sorte. Et il veut même aller plus loin. Il veut coter la RSE. Vous savez que la Banque de France cote les entreprises. Et que quand on est banquier, la cotation Banque de France, ça compte. Et donc aujourd'hui, il hésite. Il est en train de faire des tests. Il n'a pas encore trouvé. C'est plus long que ce qu'il pensait. Il hésite entre soit faire une cotation qui soit une cotation à part, cotation Banque de France de la RSE, qui viendrait s'ajouter à la cotation traditionnelle, soit introduire dans la cotation de la Banque de France des critères de RSE. Et il part d'un principe en disant les entreprises qui font de la RSE, elles ont une vision qui est une vision plus pérenne que les autres, ce que vous disiez tout à l'heure. À court terme, à long terme, nous sommes tous morts, ça on le sait, mais à court terme, peu importe, on peut gagner beaucoup d'argent en détruisant beaucoup de valeur. Ça, on sait quoi. Et lui dit, une entreprise qui a ces critères de RSE, qui vraiment travaille avec cette méthode, elle est pour moi plus pérenne que les autres. Et donc, elle a une solidité intrinsèque qui permet, à mon avis, de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un moment donné où vous soyez capable d'intégrer dans la comptabilité des valeurs immatérielles, et la RSE en est une. Je pense que c'est une belle leçon et j'espère qu'il aboutira. Alain Lacroix, un dernier mot. Je rappelle que vous étiez aussi ici parce qu'il y a un Tour de France qui est organisé par CCI France sur l'économie circulaire. Donc l'axe cette année pour vous, et depuis peut-être plusieurs années, c'est l'économie circulaire aussi. Oui, l'économie circulaire, moi j'ai découvert ça. Vous voyez, je ne suis pas omniscient. Il y a un an, j'ai eu à présider, faire une intervention en introduction à la Chambre de commerce de Marseille sur l'économie circulaire. Et j'avoue que j'ai été obligé de me pencher et de découvrir qu'en fait, il y avait deux façons de faire. Il y avait la première qu'on connaissait bien, de faire des économies, notamment telle qu'on l'abordait. Puis il y en avait une deuxième, c'était en effet de recycler ce qu'on produisait. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert cela. Donc ça fait complètement partie en effet de la RSE. Mais je crois que ce qui a été aussi abordé à travers la RSE, c'est qu'on a très souvent l'occasion de résumer ça à de l'écologie, à des économies telles que je viens de les citer. Mais il y a en effet la capacité d'une entreprise à vivre, à s'intégrer dans son tissu, à vivre dans la cité. Et le témoignage de Philippe à travers ce que veut faire François de Galhau est intéressant au sens où, en effet, je pense que les entreprises qui s'inscrivent, c'est le cas de la mienne, dans le temps long, nous finançons des projets qui n'ont pas des ROI extrêmement importants. Quand on fait les voûtes de la Major ici, c'est un ROI qui est très faible, qui n'attirait aucun fonds de capital investissement, mais on le fait parce que d'abord, ça participe à la vie de la cité. D'une part, c'est extrêmement important. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Et deuxièmement, on aurait un ROI qui va être faible sur la durée, mais on s'inscrit dans ce temps long. Voilà ce que je veux dire. Merci. Frédéric Motte. Moi, je veux dire un mot plein d'espérance sur nos territoires. On voit bien que dans tous les territoires, et dans le vôtre ici, avec tous les exemples qu'on voyait ce matin, on a des trésors d'ingéniosité. Et vraiment, le mot-clé pour moi, c'est de se travailler ensemble. On ne gagnera pas les uns contre les autres, des élus d'un côté, des patrons de l'autre, mais bien ni les uns sans les autres, mais bien les uns avec les autres. Le chef d'entreprise avec ses salariés, l'investisseur avec la communauté de l'entreprise, mais l'entreprise, elle a besoin d'un écosystème avec des corps intermédiaires, avec des élus qui vont aménager, qui vont réglementer. De temps en temps, il faut savoir peut-être un petit peu bousculer les normes et autres pour oser, parce que notre système, à force il n'ose plus. Mais je suis convaincu que les solutions, on les a ou elles vont apparaître, et donc faisons confiance à notre jeunesse, faisons confiance à l'entreprise. C'est vraiment l'élément clé créateur de richesse et d'emploi pour demain. Et il n'y a pas de raison, on va y arriver. Et la RSE est un bon exemple de tout ça. Merci. Philippe Vasseur, on n'a pas juste un mot rapide. Ce que vous avez fait sur le Nord, est-ce que c'est dupliqué dans d'autres régions ?
Et par exemple, la nôtre, pourquoi ça serait pas dupliqué sur la nôtre? Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du caractère particulier de chaque région. Oui, pas la même chose, mais si vous voulez, mais avec si les vous voulez mêmes avoir un système qui soit un système, comme on sait faire nous, bien hexagonal, qui s'applique partout de la même façon, ça ne peut pas marcher. Mais en tenant compte des spécificités d'une région, ce que nous avons fait est parfaitement accessible à tout le monde, chacun à sa façon, à partir du moment où on arrive à fédérer les acteurs. Mais est-ce que vous pourriez venir, par exemple, sur Marseille une prochaine fois, vous réunir avec quelques autres institutionnels et essayer de voir, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette région qui serait un peu comment vous avez monté sur votre région? Moi, la seule légitimité que j'ai, c'est celle du témoignage. Je me garderais bien de donner des leçons à qui que ce soit. Non, mais déjà en témoignage. Voilà. Est-ce que, monsieur Lafrance, c'est quelque chose qui vous intéresserait de justement réunir peut-être plusieurs entreprises et institutionnels et écouter le témoignage de Philippe Vasseur et de voir, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette région? Mais je crois, ça se fait déjà. Il y a déjà des échanges entre nos régions, mais à travers notamment le MEDEF et d'autres organisations. Moi, j'ai l'avantage d'être un témoin aussi, parce que j'ai vécu assez longtemps dans le Nord. Et Philippe a raison de dire une chose, tout est question de territoire. On n'a pas ici la même histoire que l'histoire du Nord. Philippe parlait de la difficulté économique qu'a connue le Nord à travers le changement du modèle économique du Nord, à travers notamment la fin de la sidérurgie et du charbon. Je suis bien placé puisque j'étais dans le bassin minier. Ici, le modèle économique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes familles du Nord, comme c'était des industriels, ils sont restés, ils se sont reconvertis et ils se sont battus, ils ont milité. Et il n'y a pas eu dans le Nord ce qu'on a connu ici. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le modèle économique de Marseille, je parle de Marseille, ou de cette métropole plus largement, s'est arrêté à la fin des colonies, en 60, le modèle s'est arrêté, mais on avait affaire à des grandes familles de négociants qui ont arbitré, qui sont partis. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Paris, vous avez une association des Marseillais de Paris. Moi, j'en fais partie. Je ne suis pas Marseillais. Je connais mieux la ville de Marseille qu'eux, parce qu'ils n'ont jamais vécu. C'est les fils, ils sont partis. Ça a donné quoi? Ça a donné un immense trou dans cette période-là qu'on a connue, qui n'est plus le cas aujourd'hui, et qui fait que quand on ne peut pas se comparer au Nord par rapport à cela, parce que le patronat du Nord a toujours travaillé avec les politiques. Philippe en témoignait, mais c'était le cas avec Pierre Mauroy. Je sais que vous avez témoigné dernièrement sur lui, j'ai lu. Ici, c'était l'inverse. Ici, ça a été l'inverse, puisqu'en effet, il y a eu quelque part un départ des élites, et il n'est plus resté que les politiques. Et on a donc des cloisonnements qui sont beaucoup plus forts, alors que quand on est sur la métropole lilloise, eh bien, à la fois, chacun a ses idées, chacun travaille pour son camp, mais sur le territoire, quand il faut se battre pour le territoire, c'est beaucoup plus uni qu'on peut l'être ici, et c'est tout le travail qu'on doit faire. Très bien, merci. Là, vous aurez le mot de la fin, Emmanuel Cazeneuve. C'est une trop grosse responsabilité. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Très bien. Non, moi je pense que... je vais répéter ce que mes petits camarades ont dit juste avant. Je pense qu'il faut avoir une vision collective, effectivement. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer ou créer de nouvelles choses sans le faire avec d'autres. Il y a deux choses. Nous, on a une phrase dans notre bureau qui dit « Prenez-moi mon idée, de toute manière, j'en aurai une autre ». On le sait très bien qu'il ne faut pas avoir peur de se faire piquer son idée, parce que de toute manière, je crois que c'était quelqu'un d'HEC qui disait que la réussite d'une entreprise, l'idée ne représente qu'1% dans la réussite d'une entreprise. Donc voilà, il faut être très ouvert, parler avec ses concurrents, s'il y en a, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec les gens qui les entourent. Voilà, donc ayons une vision globale et surtout commune pour construire quelque chose. Très bien. Romain Ferrari, Emmanuel Cazeneuve, Philippe Vasseur, Frédéric Motte, Alain Lacroix, merci beaucoup. Merci pour cette plénière. Gérard Mullier, qui a fondé Auchan, me dit... Ça continue. Je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi à la plénière de clôture. Vous aurez l'occasion d'écouter Raphaël Souchet, qui est un expert du local. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vu plein de choses qui se passaient sur les territoires en France, à l'étranger. Vous aurez Emery Jacquila qui vous parlera de son empreinte économique, comment lui mesure la force économique qu'il a sur un territoire. Fondation Agir contre l'exclusion qui vous expliquera ce qu'ils font aussi sur les territoires. Le projet Henri Fabre qui prépare l'industrie de demain, qui est sur PACA. Un énorme projet aussi qui viendra vous être expliqué.
et puis le projet Darwin, la cité du futur, et qui est en train de se construire à Bordeaux. Voilà, je vous donne rendez-vous à 17h pour cette plénière de clôture sur l'ancrage territorial. Merci à vous d'avoir assisté à cette plénière, et allez dans les ateliers et continuez d'apprendre. Merci.